Une petite mendiante sauva une millionnaire qui traversait la rue sans prêter attention et donna sa vie à sa place. Quand la fillette murmura son dernier souhait, la millionnaire éclata en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La petite Ivy, une enfant aux vêtements en lambeaux et au visage fatigué, frissonna en franchissant les portes vitrées d'un restaurant parisien. Ses pieds traînaient lentement, ses mains maigres serraient son ventre affamé, et son visage fatigué montrait qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. Autour d'elle, l'endroit était bondé, et les gens discutaient et mangeaient sans se soucier de sa présence, chacun détournant le regard ou affichant un air de dédain face à ses vêtements usés et son corps amaigri, comme un coup de poing silencieux. « S'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il me payer un plat de nourriture ? J'ai très faim, je me sens faible. Quelqu'un pourrait-il au moins me donner une cuillère de nourriture » murmura-t-elle, affaiblie par la faim qui la tourmentait alors qu'elle rassemblait ses forces pour demander. Le propriétaire du restaurant la remarqua et, sans une once de compassion, s'avança vers elle d'un pas ferme et lourd. C'était un homme grand et austère, au visage qui ne cachait pas son impatience. En s'approchant, il éleva la voix brusquement. « Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu crois que les clients veulent voir ça pendant qu'ils mangent » dit-il en la désignant comme s'il parlait d'un objet. Ivy baissa la tête, ressentant ces mots comme des couteaux, mais tenta de répondre d'une voix faible, presque suppliant, « Je voulais juste un peu de nourriture. » L'homme leva la main, l'interrompant brutalement. « Écoute ici, personne ne te doit rien. Sors d'ici avant que je ne te mette dehors moi-même, compris ?» Ivy haussa les épaules et recula de quelques pas, le visage brûlant de honte et de faim. Alors qu'elle reculait, elle sentait le poids des regards autour d'elle. Certains riaient discrètement, d'autres levaient leur téléphone pour filmer, et d'autres encore détournaient le regard, visiblement mal à l'aise par sa présence. Ivy se sentit encore plus petite, un chiffon humain dans toute cette abondance, et surtout, elle se sentait faible de faim. Elle regarda autour d'elle, mais personne n'avait la moindre intention de l'aider. Son visage s'embrasait, mais elle ne céderait pas, elle ne leur laisserait pas voir sa douleur, car il ne pouvait même pas imaginer ce que c'était d'avoir faim, pensa-t-elle en essayant de retenir ses larmes et de garder la tête haute. Alors qu'Ivy essayait de trouver un coin moins visible, une serveuse élégante traversa la salle avec un bol de soupe fumant dans les mains. L'odeur de la nourriture était irrésistible, et le ventre d'Ivy gargouilla bruyamment, la rendant encore plus affamée. La serveuse la regarda de haut en bas, les yeux pleins de mépris, et s'approcha lentement comme si Ivy était une tache sur le sol qu'elle ne voulait pas piétiner. Sans aucun remords, elle lui donna une légère poussée du pied, faisant trébucher Ivy dans un geste calculé. La serveuse la bouscula, renversant toute la soupe sur la fillette, qui resta figée en sentant le liquide chaud couler sur ses vêtements sales et sa peau maigre. La soupe brûlait, mais la douleur d'être humiliée était encore plus grande. « Comme je suis maladroite » murmura la serveuse en souriant, avant de s'éloigner sans un brin de regret. Des rires étouffés retentirent autour d'Ivy, qui tenta de ravaler ses larmes. « Pardon, je voulais juste un peu de nourriture » murmura-t-elle en baissant la tête. Le sol autour d'elle était couvert des restes de soupe renversés, avec de petits morceaux de légumes éparpillés. Elle tomba à genoux, ses doigts tremblants essayant de ramasser ce qu'elle pouvait. Les clients regardaient avec curiosité, certains avec mépris, et beaucoup avaient encore leur téléphone levé pour enregistrer chaque instant. Elle essaya d'attraper un morceau de pomme de terre qui glissa entre ses doigts maigres. « Regardez ça, quel spectacle! Quelqu'un devrait faire payer pour ça » ria une personne, provoquant des éclats de rire chez les autres. Ivy serra les lèvres, avalant sa fierté. « Je voulais juste un peu de nourriture, c'est tout » pensa-t-elle, sentant son visage brûler de honte. Le sol froid blessait ses genoux, mais Ivy s'acharnait à ramasser ce qu'elle pouvait, ses doigts fins tentant de saisir chaque morceau de la soupe mêlée aux larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle regarda autour d'elle, voyant ces visages qui l'ignoraient ou, pire, riaient de sa douleur. « Personne ne sait ce que je traverse » murmura-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque, mais incapable de se convaincre. Au milieu de cette scène d'humiliation, une petite fille assise près d'Ivy regardait la scène avec des yeux curieux. « Maman, pourquoi elle pleure » demanda la fillette d'une voix innocente et curieuse, mais sa mère détourna rapidement le visage de sa fille en répondant fermement, « Ne regarde pas ça, ma chérie. Ce n'est pas notre problème. » Ivy sentit son cœur se serrer, comme si la petite dignité qui lui restait venait d'être écrasée sous ce regard de mépris. « Je voudrais juste être comme eux, juste pour un jour, un seul jour » pensa-t-elle, sa vision brouillée par les larmes. La serveuse revint, cette fois avec un balai dans les mains, et commença à balayer autour d'Ivy avec mépris, écartant les restes de soupe renversés. « Tu es encore là ? Je t'ai déjà dit que personne ne voulait de toi ici. C'est un restaurant de luxe, pas pour les gens sales et les mendiants comme toi » lança la serveuse sans une once de compassion. Ivy tenta de se lever, mais ses jambes étaient faibles, et son corps semblait ne plus lui obéir. « Désolée, je m'en vais » murmura-t-elle, sa voix brisée et presque inaudible alors qu'elle essayait de maintenir ce qui lui restait de dignité en titubant vers la porte. Les rires des clients et leurs commentaires cruels la suivaient encore, comme une ombre. « Voilà du divertissement. On aurait dû faire payer l'entrée » lança un homme, provoquant de nouveaux éclats de rire autour de lui. Ivy baissa la tête, essayant de retenir ses larmes et de murmurer quelque chose que personne n'entendrait.
Les portes du restaurant se refermèrent derrière elle, mais le son des rires et des commentaires cruels résonnait encore dans son esprit. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'intérieur du restaurant, observant ces personnes qui ne pouvaient imaginer ce que c'était de vivre avec sa douleur et sa faim. Un jour, je mangerai à ma faim, un jour, j'aurai ce que je mérite. Avec cette pensée, elle continua son chemin. Ivy quitta le restaurant, les yeux baissés, sentant l'humiliation encore brûlante sur son visage. Elle se dirigea vers la place de la Concorde, ses pieds nus et sales ressentant le poids invisible du monde. Elle s'assit sur le trottoir et laissa son corps se recroqueviller, pressant ses genoux contre sa poitrine. L'odeur de soupe était toujours sur sa peau et ses vêtements, désormais sales et durcis. Elle essaya de ravaler la douleur et les larmes, mais celles-ci étaient tenaces et continuaient de couler. « Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir au-delà de mes vêtements? Pourquoi suis-je invisible ?» murmura-t-elle en regardant le mouvement de la place, qui semblait l'ignorer. La petite fille du restaurant, celle qui avait demandé à sa mère pourquoi Ivy pleurait, courut vers elle avec quelque chose caché dans ses petites mains. Jetant des regards autour d'elle avec précaution, la fillette tendit à Ivy un morceau de pain, qu'elle regarda avec surprise et gratitude, ses yeux autrefois tristes brillant à ce geste inattendu. « Tiens, je n'ai pas pu le manger. Je me suis dit que tu devais avoir faim, chuchota la petite fille avec un sourire timide, évitant son regard comme si elle faisait quelque chose d'interdit. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, répondit Ivy, tenant le morceau de pain comme un trésor précieux, sentant son cœur se réchauffer de cette gentillesse inattendue. Ivy était sur le point de mordre dans le pain lorsqu'elle entendit des pas légers et se retourna. Devant elle, se tenaient d'autres enfants, tous dans des conditions aussi tristes qu'elle, avec leurs visages sales, leurs vêtements en lambeaux, et leurs yeux affamés, témoignant qu'ils partageaient tous la même réalité. Ils la regardaient avec la même espérance et le même besoin qu'elle avait ressenti quelques secondes plus tôt. Ivy avala difficilement, hésitante, puis décida. « On peut partager », dit-elle en souriant alors qu'elle cassait le morceau de pain en petits morceaux qu'elle tendit aux autres. « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce que nous avons, non » ajouta-t-elle, essayant de cacher la tristesse et de se concentrer sur le soulagement que ces miettes pouvaient apporter. Les enfants, leurs yeux brillants de gratitude, acceptèrent les morceaux et mangèrent lentement, savourant chaque miette comme s'il s'agissait d'un festin. L'un d'eux, une fille plus petite qu'Ivy, serra précieusement son morceau avant de le porter à sa bouche. « Merci, Ivy, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé du pain. » Ivy sourit, même si son cœur était lourd. « La faim est cruelle, mais on n'a pas besoin de l'affronter seule, » murmura-t-elle pour elle-même, ressentant une paix inattendue dans ce petit geste de solidarité. Après avoir mangé, les enfants la remercièrent avec des sourires timides et retournèrent dans leurs coins habituels de la place, là où ils se cachaient parmi les bancs et les arbres. Ivy les regarda s'éloigner, encore en train de tenir les dernières miettes du pain partagé. Soudain, elle sentit un léger contact sur son épaule. En se retournant, elle aperçut un homme inconnu qui, avec un sourire bienveillant, lui tendit quelques pièces. Il les posa dans sa main sans dire un mot et s'éloigna, laissant Ivy surprise et reconnaissante. Elle observa les pièces dans sa paume, imaginant ce qu'elle pourrait acheter avec cette somme. Qui l'aurait cru, peut-être que je pourrais même acheter un peu plus de nourriture, pour moi et pour eux, murmura-t-elle pour elle-même, sentant une petite joie éclore au milieu de la dure réalité. Déterminée à utiliser l'argent pour acheter quelque chose qu'elle pourrait partager avec les autres enfants, Ivy se leva et se dirigea vers l'étal le plus proche où elle savait qu'elle pourrait obtenir du pain. Elle imaginait la réaction des enfants lorsqu'ils verraient plus de nourriture. Peut-être qu'elle pourrait même obtenir un pain entier pour chacun d'eux. Ce sera notre festin pour aujourd'hui, pensa-t-elle en serrant les pièces comme si elles étaient un trésor précieux. Mais en passant devant une pharmacie, elle entendit une voix rude qui la fit s'arrêter net. En regardant à l'intérieur, Ivy vit une vieille dame, frêle, ses mains tremblantes, essayant de compter ses pièces sur le comptoir devant elle. Le pharmacien la regardait impatiemment, les bras croisés, comme s'il perdait son temps. « Madame, si vous n'avez pas la somme complète, je ne peux pas vous vendre ce médicament. »« Ce n'est pas une œuvre de charité, » dit le pharmacien, d'un ton irrité. La dame essaya désespérément de compter à nouveau, mais la somme restait insuffisante. Ivy sentit son cœur se serrer en observant la scène, elle savait ce que c'était que de demander de l'aide et de voir toutes les portes se fermer. Elle regarda les pièces dans sa propre main, partagée entre l'idée d'acheter plus de nourriture ou d'aider la vieille dame. Elle a plus besoin de ces pièces que moi, pensa-t-elle, prenant une profonde inspiration et prenant rapidement sa décision. Ivy s'approcha de l'entrée et, sans faire de bruit, posa ses pièces sur le comptoir, à côté de celle de la dame, qui la regarda avec surprise. Le pharmacien souffla, mais prit l'argent et tendit le médicament, tandis que la dame regardait Ivy avec des yeux embués de larmes. « Ma petite, tu n'étais pas obligée, » dit-elle d'une voix étranglée, tentant de retenir ses larmes. Ivy haussa les épaules et sourit, comme si c'était un geste simple. « Tout le monde a besoin d'aide, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'était votre tour, demain, ce pourrait être le mien, » répondit Ivy, ressentant une joie inattendue en voyant la gratitude dans les yeux de la dame. La vieille dame serra la main d'Ivy un instant et la pressa, comme si elle voulait lui transmettre toute sa reconnaissance par ce simple geste.
Tu es un ange, ma petite, un véritable ange, murmura la dame avant de s'éloigner avec son médicament dans les mains. Ivy la regarda disparaître dans la place, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un ange, qui l'aurait cru? Peut-être que je suis simplement quelqu'un qui croit encore que la bonté peut revenir un jour, murmura-t-elle pour elle-même, souriant légèrement. Après avoir aidé la dame, Ivy se rassit sur le trottoir, observant les gens inquiets passer. Parmi la foule, elle remarqua M. Dubois, un homme que tout le monde connaissait dans le quartier, un célèbre millionnaire qui passait par la place tous les jours à la même heure. Il avait toujours été un symbole de pouvoir et de richesse, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. M. Dubois marchait lentement, les épaules affaissées, le visage fatigué, comme s'il portait un fardeau que l'argent ne pouvait alléger. Ivy le regarda avec curiosité, se demandant ce qui pouvait affliger quelqu'un qui semblait avoir tout. M. Dubois s'arrêta pour parler à quelqu'un, mais sa voix était basse, presque un murmure, et il reprit rapidement son chemin, le visage terne, le regard lointain. Ivy le suivit du regard, intrigué. Comment quelqu'un ayant tant peut-il sembler si vide? Peut-être que ce qui lui manque est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, pensa Ivy, imaginant à quoi pouvait ressembler le monde de cet homme. Assise là, Ivy réalisa qu'en dépit des difficultés et des humiliations, elle trouvait encore du réconfort dans les petits gestes de bonté, quelque chose qui semblait éloigné de la vie de M. Dubois. Il passait par la place tous les jours, toujours pressé, toujours regardant droit devant lui, mais ce jour-là, il semblait perdu. Ivy soupira, souhaitant qu'il puisse voir qu'il existait d'autres richesses dans la vie. Peut-être qu'il a aussi besoin d'un peu d'aide, peut-être même d'un peu d'amour, pensa-t-elle en regardant M. Dubois s'éloigner vers le coin de la rue. Ivy resta quelques instants, réfléchissant à cet homme puissant et pourtant abattu, mais alors qu'elle commençait à se lever pour partir, le bruit d'un bus qui arrivait à toute vitesse attira son attention. Elle regarda en direction de M. Dubois, qui, distrait par son téléphone, commençait à traverser la rue sans prêter attention au danger. Le bus approchait trop vite et M. Dubois, sans quitter son écran des yeux, avançait comme s'il était seul. Ivy sentit son cœur se serrer. Il ne réalise même pas ce qui se passe, il va se faire renverser, pensa-t-elle, une vague d'adrénaline montant en elle. Sans hésiter, elle se mit à courir. À chaque pas, Ivy sentait le poids de la responsabilité, et la distance semblait énorme, bien qu'il ne soit qu'à quelques mètres. Il faut que je l'atteigne, je ne peux pas le laisser se blesser, murmura-t-elle, les yeux fixés sur la silhouette de M. Dubois, immobile au milieu de la rue, inconscient des signes de danger autour de lui. Le chauffeur du bus commença à klaxonner, tentant de capter son attention, mais M. Dubois ne réagit pas, la tête penchée, concentré sur sa conversation. Avec un dernier effort, Ivy se jeta contre M. Dubois, le poussant hors du chemin du bus et le projetant vers le trottoir. Il tomba lourdement, un instant, ses yeux s'écarquillèrent en réalisant ce qui venait de se passer. Ivy, cependant, fut percutée de plein fouet. Le monde sembla tourner autour d'elle, et le bruit assourdissant s'éloigna alors qu'elle fut projetée sur le côté de la rue, son corps heurtant violemment le sol. Le temps sembla s'arrêter pour M. Dubois, qui regardait Ivy étendue au sol, la stupeur gravée sur son visage. Il trébucha en se relevant et courut vers elle, laissant tomber son téléphone, oubliant complètement sa conversation. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait, petite, tu m'entends » demanda M. Dubois, désespéré, sa voix tremblante alors qu'il s'agenouillait à ses côtés. Ivy cligna lentement des yeux, ses paupières commençant à se fermer, et il lui prit le visage entre ses mains, comme pour l'empêcher de sombrer. « Reste avec moi, tu ne peux pas me laisser maintenant. J'ai besoin d'aide. Quelqu'un, au secours !» cria-t-il en regardant autour de lui. Les passants commencèrent à s'approcher, certains avec des expressions choquées, d'autres murmurant entre eux. Certains appelèrent rapidement les secours, tandis que d'autres ne faisaient que regarder. Hésitant à s'impliquer davantage, M. Dubois, toujours accroupi, tenta de faire en sorte qu'Ivy garde les yeux ouverts. « Ne ferme pas les yeux, regarde-moi. Tu m'as sauvé, tu ne peux pas me laisser ici maintenant ? Je ne pourrai jamais assez te remercier, murmura-t-il, sa voix chargée de peur et de remords. Ivy cligna des yeux, encore consciente, mais la fatigue semblait la tirer vers un sommeil profond. Elle essaya de se concentrer sur la voix de M. Dubois qui continuait de l'appeler et lui adressa un faible sourire. « Je vais bien, juste, fatiguée, murmura-t-elle d'une voix faible, mais elle sentait que ces mots n'avaient pas la force de le rassurer. L'image de M. Dubois lui semblait floue, comme si elle le voyait à travers un voile, et il lui devenait de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts. Voyant qu'elle perdait connaissance, M. Dubois devint désespéré. « Ne me fais pas ça, je t'en prie, reste avec moi. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un arrive pour t'aider, dit-il comme pour la convaincre de tenir encore quelques secondes. Tu es forte, je le sais, regarde-moi, implora-t-il, la voix étranglée par la panique. Ivy sentit sa tête tourner, chaque mot de M. Dubois lui parvenant comme d'un endroit lointain. Elle tenta de répondre, mais la fatigue l'enveloppait comme une couverture lourde. « Ça va aller, murmura-t-elle, n'ayant plus la force de dire autre chose. Les visages autour d'elle se fondirent les uns dans les autres, et elle ferma les yeux un instant, ressentant un étrange soulagement de pouvoir enfin se reposer.
Reste avec moi, s'il te plaît, entendit-elle à nouveau la voix de M. Dubois comme un écho lointain, et elle pensa à quel point il semblait fragile, si humain, comme elle ne l'aurait jamais imaginé. M. Dubois serrait sa main avec force, les yeux remplis de larmes, regardant autour de lui comme si chaque seconde était un tourment d'incertitude. Je ne connais même pas ton nom, mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu m'as sauvé, et j'ai besoin que tu restes ici pour que je puisse te remercier, pour que je puisse t'aider d'une façon ou d'une autre, continua-t-il, sa voix presque un murmure maintenant. Certaines personnes autour tentaient de le rassurer, disant que l'ambulance arrivait, mais il ne semblait pas les entendre, enfermés dans l'angoisse de voir celle qu'il avait sauvée dans cet état. « Tiens bon, ils seront là bientôt ? Tu vas t'en sortir, tu dois t'en sortir, répétait-il, comme s'il se parlait à lui-même. Mon nom est Ivy, monsieur, murmura-t-elle faiblement. Monsieur Dubois ne lâcha pas sa main, restant à genoux à côté d'elle tandis que la foule se rapprochait et que les sirènes de l'ambulance retentissaient au loin. Il tenta de garder ses yeux ouverts, luttant contre l'épuisement qui accablait la jeune fille. Elle cligna lentement des yeux, comme si rester éveillée demandait une force qu'elle n'avait plus. « Il faut que tu restes avec moi, petite Ivy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Quelque chose que tu veux que je fasse quand tu iras mieux ? Je dois te remercier pour m'avoir sauvé la vie, demanda-t-il, sa voix lourde d'angoisse, cherchant désespérément un moyen de la maintenir consciente. Ivy ouvrit les yeux avec difficulté, sentant son visage brûler, et les mots de M. Dubois résonnèrent comme une promesse. « Ce que je veux, murmura-t-elle, comme si elle réfléchissait à quelque chose de très lointain. Sa voix n'était qu'un filet presque inaudible, mais elle rassembla le peu de force qui lui restait pour répondre. « Je veux que vous nourrissiez les enfants de la place, pour qu'ils n'aient pas faim, demanda-t-elle, sa voix chargée d'une simplicité et d'une sincérité qui le figèrent un instant. M. Dubois sentit l'impact de ces mots, et son visage se contorsionna. « Les enfants de la place, tu ne veux rien pour toi, seulement que je leur donne de quoi manger, répéta-t-il, ayant du mal à croire la requête qu'il venait d'entendre, alors qu'un nœud se formait dans sa gorge. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de M. Dubois, qui, jusqu'alors, avait toujours pensé que l'argent résolvait tout, mais qui se retrouvait maintenant impuissant face à cette petite vie qu'il essayait de sauver. « Oui, monsieur, pour qu'ils aient un peu plus que moi, murmura Ivy, ses yeux essayant de se concentrer sur lui, mais la faiblesse lui rendant de plus en plus difficile de rester présente. M. Dubois essuya ses larmes avec sa main libre, essayant de l'empêcher de voir son désespoir. « Je le ferai, Ivy, je te le promets. Mais tu dois rester avec moi ? Il faut que tu tiennes bon jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, d'accord ? Dis-moi quelque chose que tu aimes, dit-il en essayant de la distraire, cherchant à la maintenir éveillée, tout en essayant de garder un ton ferme bien que sa voix tremblât. Ivy esquissa un léger sourire et murmura doucement, « Les enfants ont besoin de quelqu'un pour veiller sur eux, et j'ai fait ma part. » Sa voix faiblit comme si elle disait adieu. « S'il vous plaît, je vous en prie, donnez-leur de quoi manger, leur ventre leur fait mal, c'est tout ce que je peux demander, supplia la jeune fille. » M. Dubois serra sa main plus fort, sentant le désespoir grandir en voyant la fillette si proche de l'abandon. « Non, tu n'as pas encore tout fait. Il faut que tu m'aides à comprendre, reste consciente, je t'en prie, montre-moi comment, supplia-t-il, chaque mot chargé d'une culpabilité et d'une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les sirènes de l'ambulance se rapprochaient enfin, et les secouristes sautèrent du véhicule, repoussant la foule pour dégager un passage jusqu'à Ivy. M. Dubois ne lâcha pas sa main, même lorsque les secouristes s'agenouillèrent pour examiner la fillette. Elle doit être transportée à l'hôpital d'urgence, son état est critique, avertit un des secouristes, et M. Dubois hocha la tête, déterminé. « Je viens avec elle, je ne la laisserai pas seule, dit-il, sans même se demander si c'était permis. « Petite, tu vas t'en sortir, je te le promets, murmura-t-il, essayant de paraître confiant, mais sa voix tremblait toujours. M. Dubois monta dans l'ambulance à côté d'Ivy, tenant sa main pendant que les secouristes prodiguaient les premiers soins. La fillette était maintenant inconsciente, et il la regardait, le visage pâle, avec une inquiétude qu'il n'aurait jamais imaginée. « Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi as-tu risqué ta propre vie pour moi ?» murmura-t-il comme s'il espérait une réponse qu'il savait ne pas pouvoir recevoir. Il se sentait impuissant, comme il ne l'avait jamais été auparavant, face à cette fillette qu'il connaissait à peine mais qui semblait porter en elle une force plus grande que tout ce qu'il avait connu. « Je l'aurais fait pour n'importe qui, monsieur. Maman disait toujours que la gentillesse qu'on fait est ce qu'on laisse en héritage dans ce monde, répondit-elle d'une voix faible, faisant pleurer le millionnaire encore plus. L'ambulance arriva à l'hôpital le plus proche, mais c'était un hôpital pour les défavorisés. M. Dubois descendit précipitamment en portant Ivy dans ses bras. En entrant, il fut surpris par les conditions précaires de l'endroit, des files de personnes attendaient des soins, et le personnel se pressait de toutes parts, incapable de répondre aux besoins de tous. « J'aurais dû venir avec mon chauffeur, j'aurais dû faire cela autrement, murmura-t-il, se reprochant sa décision de marcher seul pour se sentir plus indépendant. Ce choix lui semblait maintenant insignifiant, et tout ce qui importait était de sauver Ivy. Un médecin vint les prendre en charge, mais son air fatigué montrait que les conditions de l'hôpital étaient difficiles. « Son état est critique, nous allons l'emmener immédiatement, dit le médecin, en demandant aux infirmiers de placer Ivy sur une civière.
Monsieur Dubois marcha à ses côtés, sans lâcher la main de la jeune fille, et en se trouvant dans cet environnement, sa panique grandit de plus en plus. Je paierai tout ce qu'il faut, je veux seulement qu'on sauve cette petite. Peu importe le coût, dites-moi simplement ce qu'il faut faire, déclara-t-il, espérant que ces mots suffiraient à tout arranger. Le médecin le regarda un instant, presque avec pitié, et secoua la tête. Monsieur, cet hôpital est partiellement en grève, nous manquons de ressources et de personnel. Je ferai de mon mieux, mais elle est dans un état très délicat, et nous n'avons pas les équipements nécessaires ici, expliqua-t-il d'une voix ferme, mais avec une touche de résignation qui laissa Monsieur Dubois désespéré. Ce n'est pas possible, alors transférez-la ailleurs. Je paierai le transport, l'hôpital, tout ce dont elle a besoin. Elle a besoin de soins maintenant, insista-t-il, chaque mot résonnant comme un ordre désespéré. Le médecin l'observa un instant avant de répondre, le visage grave et prudent. Je comprends, monsieur, mais dans l'état où se trouve cette jeune fille, si nous essayons de la transférer, elle risque de ne pas survivre au trajet. Elle a besoin de soins immédiats, mais ici, notre capacité est limitée, et nos ressources le sont tout autant, expliqua-t-il, tandis que les mots s'inscrivaient dans l'esprit de Monsieur Dubois comme une condamnation. Il regarda Ivy, voyant son visage fragile, et sentit le poids de la réalité. « Alors faites ce que vous pouvez, par pitié, vous ne pouvez pas la laisser comme ça, supplia-t-il, chaque syllabe chargée de désespoir. » Sullivan ne pouvait détacher son regard d'Ivy, son visage mouillé de larmes, tandis que le médecin et l'équipe s'efforçaient de la stabiliser. Il lui tenait fermement la main, comme si cela pouvait apporter une force, un miracle. « S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça, j'ai été sauvé par cette fille, je ne peux pas la laisser mourir à cause de moi, murmura-t-il, espérant qu'Ivy puisse l'entendre d'une façon ou d'une autre. Le médecin soupira, son visage marqué par la tristesse de ceux qui savent que les ressources limitées rendent même les soins de base difficiles. Il donna des instructions rapides à l'équipe, qui commença à essayer de stabiliser Ivy, ajustant l'équipement et administrant des médicaments, tandis que Sullivan restait à ses côtés, lui tenant la main et lui murmurant des paroles d'encouragement. « Je sais que tu es forte, je sais que tu peux surmonter ça, Ivy, il suffit de continuer à te battre, murmura-t-il, sentant le poids de la culpabilité écraser son cœur. Il savait que chaque minute était précieuse, et le désespoir devenait plus palpable à chaque instant. Après quelques minutes d'effort, le médecin s'approcha à nouveau, le visage inquiet mais déterminé. « Monsieur Dubois, nous faisons de notre mieux pour la stabiliser, mais les ressources ici sont vraiment insuffisantes. Ses signes vitaux fluctuent énormément, et dans son état critique, la meilleure chance serait des soins immédiats et spécialisés, que nous n'obtiendrons qu'avec un transfert dans un hôpital mieux équipé. Mais je dois vous avertir que les risques du transport sont élevés, dit-il avec prudence, observant le regard désespéré de Sullivan. Sullivan sentit une boule se former dans sa gorge, mais il secoua la tête, déterminé. Si nous la laissons ici, elle ne survivra pas. Alors voilà, nous la transférons maintenant au meilleur hôpital de la ville. Je couvrirai tous les frais et prendrai les risques, mais je ne la laisserai pas sans une chance de vivre, répondit-il, sa voix ferme mais chargée de peur et de remords. Il savait que, bien que le transfert soit risqué, c'était la seule option pour essayer de sauver Ivy. Le médecin acquiesça, comprenant l'urgence, et donna rapidement des ordres pour préparer l'ambulance pour le transfert. Pendant que l'équipe s'organisait, Sullivan resta aux côtés d'Ivy, lui serrant la main comme pour lui transmettre un peu de force, une lueur d'espoir. « S'il te plaît, Ivy, tu as été forte jusque-là, tiens bon encore un peu, murmura-t-il, les yeux embués alors qu'il observait l'équipe médicale placer délicatement la jeune fille sur la civière et la préparer pour le transport. Il monta dans le véhicule à ses côtés, tenant la main frêle de la jeune fille alors que l'ambulance filait à toute allure dans les rues. « Tu m'as sauvé, maintenant, c'est à moi de te sauver. S'il te plaît, tiens bon encore un peu, murmura-t-il, le regard fixé sur le visage serein d'Ivy. Pendant le trajet, la tension était palpable. Les ambulanciers essayaient de la stabiliser, ajustant l'équipement pour surveiller ses signes vitaux, mais le visage d'Ivy semblait devenir de plus en plus pâle à chaque minute. Sullivan sentit sa poitrine se serrer d'angoisse, et il lui tenait la main comme s'il pouvait lui transmettre sa propre force. Ce n'est qu'une enfant, une simple enfant. Comment peut-elle avoir un destin si cruel ? Pensa-t-il, la peur grandissant à chaque seconde qui passait. Finalement, l'ambulance arriva à l'hôpital privé, et les médecins prirent rapidement le relais, emmenant Ivy directement en salle d'urgence. Sullivan les suivit, son esprit plongé dans un tourbillon de panique et de regret. « Vous devez tout faire pour elle. Je paierai tout ce qu'il faudra, mais sauvez cette petite, implora-t-il au médecin tandis qu'il s'éloignait avec Ivy sur une civière dans les couloirs de l'hôpital. « Monsieur, nous ferons tout ce que nous pouvons, mais son état est grave. Nous devons évaluer les dommages immédiatement, répondit l'un des médecins, tandis que Sullivan regardait la distance entre lui et Ivy s'agrandir alors qu'elle disparaissait dans une salle d'examen. À l'extérieur de la pièce, Sullivan se sentit impuissant. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, pris entre le désir de faire quelque chose et l'impuissance de changer ce qui se passait à l'intérieur. « Elle est si jeune, cela ne devrait pas arriver, murmura-t-il, sa voix presque éteinte alors qu'il essayait de se contenir.
Il ne savait pas s'il était prêt à perdre quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, avait fait un geste si noble pour lui. « Je vais honorer ton courage, Ivy, il ne faut juste pas me laisser maintenant. » Après quelques minutes, un médecin sortit de la pièce, une expression grave sur le visage. « Monsieur Dubois, nous avons découvert qu'elle a une hémorragie interne sévère. Nous devons l'opérer immédiatement. Si nous ne parvenons pas à stopper le saignement, elle risque de ne pas s'en sortir, » expliqua le médecin alors que Sullivan sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Alors faites-le, épargnez rien, je vous en supplie, » balbutia-t-il, sentant sa voix trembler à l'idée de perdre Ivy. Le médecin hocha la tête et retourna rapidement dans la salle, laissant Sullivan seul, le cœur écrasé par l'incertitude et la peur. Les minutes s'écoulèrent comme des heures, chaque seconde étant une torture pour Sullivan qui attendait dehors, seul, consumé par une culpabilité qui semblait l'écraser. Il se remémorait chaque détail de ce moment sur la place, le sourire faible d'Ivy lorsqu'elle lui avait demandé d'aider les enfants, comme si elle savait que sa vie ne tenait qu'à un fil. « S'il te plaît, tiens bon. Je te promets que je ferai tout ce que tu m'as demandé, mais j'ai besoin que tu restes en vie pour voir ça, » murmura-t-il en passant une main sur son visage, sentant les larmes qu'il ne pouvait retenir. Soudain, l'alarme retentit à l'intérieur de la salle d'opération, et les médecins se mirent à bouger rapidement. Le cœur de Sullivan s'emballa et il tenta de comprendre ce qui se passait. Une infirmière sortit en trombe, et voyant son expression, s'arrêta un instant. « Elle est en arrêt cardiaque. Nous essayons de la réanimer. Continuez à espérer, » dit-elle rapidement avant de retourner dans la salle. Sullivan porta les mains à son visage, sentant le poids de l'impuissance et de la douleur. « Elle ne peut pas partir comme ça, elle a encore tellement de choses à vivre. Ivy, tu dois te battre, s'il te plaît, » murmura-t-il, essayant de s'accrocher à l'espoir. Les lumières de la salle vacillèrent, et Sullivan pouvait voir l'agitation frénétique des médecins qui tentaient de sauver la vie d'Ivy. Chaque seconde semblait une éternité, et tout ce à quoi il pouvait penser était la promesse qu'elle lui avait fait faire. « Tu m'as sauvé sans rien attendre en retour, j'aurais dû être plus reconnaissant. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je te promets de faire tout ce qu'il faudra pour honorer ta générosité, » murmura-t-il, les yeux rivés sur la porte, attendant désespérément un signe qu'elle tiendrait bon. Après quelques minutes, le médecin sortit, le visage préoccupé. « Nous avons réussi à la réanimer, mais elle a perdu beaucoup de sang. Nous devons surveiller ses organes internes car l'impact a été sévère, particulièrement sur ses reins. Il commence à faillir, et nous devons agir rapidement, sinon elle ne s'en sortira pas, » expliqua le médecin, regardant Sullivan droit dans les yeux comme pour le préparer au pire. Sullivan hocha la tête, sentant son corps trembler. « Faites tout ce qui est nécessaire, je couvrirai tous les frais. »« Mais ne me dites pas qu'elle n'a plus aucune chance, » répondit-il, sa voix alourdie de peur et de supplication. La tension dans l'unité de soins intensifs était palpable. Ivy était entourée de machines et de fils, chacun émettant un son spécifique marquant le rythme fragile de sa vie. Le moniteur cardiaque affichait une ligne instable avec des pics soudains qui inquiétaient les médecins et les infirmières autour d'elle. L'équipe expérimentée, habituée aux situations critiques, sentait le poids de chaque seconde qui passait sans amélioration de l'état de la fillette. Le silence n'était rompu que par les sons intermittents des moniteurs et les ordres rapides du médecin, tandis qu'Ivy, immobile et pâle, semblait s'éloigner un peu plus. Le premier signe de détérioration se manifesta lorsque son rythme cardiaque commença à augmenter de manière irrégulière, un signe qui fit froncer les sourcils de l'un des médecins, qui s'approcha rapidement. « Elle est en tachycardie, nous devons la stabiliser avant que son cœur ne flanche, » dit-il d'une voix chargée d'urgence. Les infirmières ajustèrent les médicaments et échangèrent des regards inquiets, anticipant déjà ce qui allait suivre. La ligne sur le moniteur oscillait sans relâche, et Ivy commença à trembler légèrement, ses muscles se contractant en spasmes qui s'intensifiaient. Soudain, son corps se mit à se contorsionner violemment, la première crise s'empara d'elle, et les médecins réagirent rapidement pour essayer de stabiliser la situation. « Crise. Ajustez la posologie des médicaments, maintenant, » ordonna le médecin, essayant de garder son calme pour contrôler la progression de l'attaque. L'équipe suivit les instructions, chaque mouvement calculé, mais la situation leur échappait alors qu'Ivy continuait de trembler de manière incontrôlable. Les alarmes des machines retentirent tout à l'unisson, une symphonie désespérée de sons qui soulignait la gravité de son état. Le médecin vérifia rapidement le moniteur, son expression devenant grave en voyant les fluctuations de ses signes vitaux. « Nous devons agir vite, ou elle va entrer en état de choc, » murmura-t-il pour lui-même, sa voix basse, presque murmurée. Le moniteur indiquait une chute brutale, et le visage de la jeune fille perdait rapidement de sa couleur avec chaque spasme, son corps semblant lutter entre la vie et la mort. L'équipe médicale se trouvait au bord de ses capacités, sans le temps nécessaire pour agir avec la prudence qu'elle aurait souhaité. Son rythme cardiaque est hors de contrôle, elle perd trop de sang à cause de l'hémorragie interne, avertit une infirmière, essayant de contenir sa propre tension. L'équipe ajusta davantage les médicaments et tenta de contrôler les spasmes et la pression artérielle dangereusement fluctuante, mais chaque tentative semblait insuffisante pour enrayer la détérioration. Le médecin principal fit un contrôle rapide et ce qu'il vit confirma le pire.
Ses reins sont en train de défaillir, elle ne pourra pas supporter les médicaments avec une fonction rénale aussi compromise, déclara-t-il, échangeant un regard préoccupé avec l'équipe. L'un des assistants vérifia les données et secoua la tête avec désespoir. Si nous ne contenons pas cette crise, la défaillance des reins s'accélérera. Nous n'avons pas beaucoup de temps, elle a besoin d'une greffe d'urgence. Elle ne survivra pas sans un nouveau rein, mais nous n'avons pas le temps de trouver un donneur compatible, murmura-t-il en ajustant les machines, espérant qu'Ivy tiendrait le coup. Dans la salle d'attente, Sullivan ressentait chaque alarme comme un coup porté à sa poitrine. Il gardait les yeux fixés sur la porte de l'unité de soins intensifs, les mains tremblantes alors qu'il tentait de se contrôler. « S'il te plaît, Ivy, tu as déjà traversé tant de choses, tiens bon encore un peu, murmura-t-il, le visage marqué par la tension et les larmes qu'il essayait de retenir. Il savait que chaque seconde qui passait diminuait les chances de survie d'Ivy. À l'intérieur de l'unité de soins intensifs, la situation d'Ivy se dégradait. Le médecin responsable regarda les infirmières et leur fit signe qu'il fallait intervenir directement sur ses reins pour tenter de la sauver. Commencez la procédure pour stabiliser la fonction rénale, nous ne pouvons pas perdre de temps, ordonna-t-il, sa voix ferme mais teintée de désespoir. L'équipe s'affaira autour d'Ivy, chaque seconde comptant, ajustant les tubes et les moniteurs tandis que son corps montrait toujours des signes de faiblesse. Le médecin sentait la pression du temps et savait que les options s'épuisaient. Ses reins étant compromis, Ivy s'affaiblissait, son corps ne parvenant pas à maintenir l'équilibre nécessaire pour absorber les médicaments essentiels. Préparez la procédure d'urgence, ordonna-t-il, et les infirmières commencèrent à connecter les machines, mais malgré tous leurs efforts, les signes de défaillance rénale étaient évidents, et il savait qu'une réponse immédiate de son organisme était indispensable pour une chance de succès. Soudain, le moniteur cardiaque montra une ligne irrégulière et sa pression artérielle chuta brusquement. Elle entre en état de choc, s'écria une infirmière, et l'équipe tenta rapidement de stabiliser le cœur d'Ivy. Chaque seconde était vitale, et ils travaillaient avec la conviction que la vie d'Ivy dépendait de leur prochain geste. Maintenez sa pression stable, faites tout ce que vous pouvez, ordonna le médecin, faisant de son mieux pour ne pas perdre le contrôle de la situation. Dehors, Sullivan entendait les cris et les alarmes, et la panique grandissait en lui. Il voulait entrer, faire quelque chose, mais savait que toute intervention de sa part pourrait aggraver la situation. Il joignit les mains comme pour une prière silencieuse et se répéta en boucle, « S'il te plaît, Ivy, tu dois te battre. Je suis là, à t'attendre. Reste avec moi. » À l'intérieur de l'unité de soins intensifs, la situation était désespérée. Les médecins travaillaient sans relâche, mais le corps d'Ivy continuait de montrer des signes de défaillance multiviscérale. « Si nous ne pouvons pas la stabiliser maintenant, elle ne tiendra pas, » commenta le médecin en essayant de garder espoir. Ils poursuivaient leur tentative de stabilisation, mais le corps frêle d'Ivy ne réagissait pas aux stimuli comme prévu. Sullivan était assis dans le bureau, le visage pâle et les yeux rivés sur la porte par laquelle le médecin allait entrer. Il essayait de contrôler sa nervosité en attendant, les mains tremblantes reposant sur ses genoux. Chaque seconde lui semblait une éternité, et le silence pesant et l'air froid de la pièce ne faisaient qu'intensifier l'angoisse qu'il ressentait. « Ce n'est qu'une enfant, elle mérite une chance, » murmura-t-il pour lui-même, essayant de rester ferme. Il savait que toute nouvelle à cet instant serait décisive pour Ivy, et il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire. Le médecin entra avec une expression grave qui fit battre le cœur de Sullivan plus fort. Il tira une chaise et s'assit face à lui sans détour. « Monsieur Dubois, nous devons être directs. La situation d'Ivy est extrêmement critique. Elle ne survivra que si elle reçoit un nouveau rein immédiatement. Cependant, elle a besoin de ce rein de toute urgence, et trouver un donneur compatible aussi rapidement est impossible. Je suis désolé, monsieur, nous ferons tout ce que nous pouvons pour en trouver un, mais les chances sont extrêmement minces, » commença le médecin, sa voix lourde de la gravité de la situation. Sullivan sentit tout son corps se figer, l'idée de perdre Ivy était insupportable. « Je peux donner, je suis en bonne santé, et je peux le faire pour elle, » répondit-il, sa voix chargée de détermination mais aussi de peur. Le médecin hésita, et Sullivan comprit que quelque chose n'allait pas. « Monsieur, il est presque impossible que vous soyez compatible avec la jeune fille, vous n'avez aucun lien de parenté avec elle. Nous pouvons vous tester, mais ce serait un miracle si vous étiez compatible, car les chances sont minces. Je sais que la compatibilité est un problème, mais vous pouvez passer les tests si vous le souhaitez. Cependant, je vous suggère de dire au revoir à Ivy, » expliqua le médecin, essayant de garder un ton ferme. « Monsieur, je tiens à vous dire clairement que nous pouvons faire le test, mais il ne faut pas espérer être compatible. Les chances sont très faibles, même si vous l'étiez, et il faut comprendre que cette procédure n'est pas simple. Nous devons nous assurer que vous êtes dans un état apte à donner, » dit-il en essayant d'éviter une réaction trop anxieuse de la part du millionnaire. Sullivan acquiesça impatiemment et fut rapidement conduit pour une série de tests. Chaque seconde lui semblait une torture, son esprit fixé sur Ivy, suspendu à cette ligne fragile entre la vie et la mort. « S'il vous plaît, faites que tout se passe bien, faites que je sois la solution, » murmura-t-il, les mains jointes en supplication. Lorsque le médecin revint, Sullivan faillit bondir de sa chaise, anxieux d'entendre des nouvelles.
Cependant, le médecin, visiblement mal à l'aise, le regarda avec une expression grave. « Monsieur Dubois, nous n'avons pas encore les résultats de compatibilité, mais vos tests ont révélé un problème que nous devons discuter, commença-t-il, posant les papiers sur la table et indiquant quelques points critiques. Vous avez une condition cardiaque sérieuse. Votre cœur est surmené et si vous subissez une intervention pour donner un rein, il y a une forte probabilité que vous ne surviviez pas à l'opération, termina-t-il prudemment, mais le message était clair et direct. Sullivan sentit le sol s'effondrer sous ses pieds, les mots du médecin résonnant dans son esprit, mais il refusa de les accepter. Mais, ce n'est pas possible, je me sens bien, j'ai toujours été en bonne santé. Je dois faire cela pour elle, je ne resterai pas inactif si je peux l'aider. Ivy m'a sauvé la vie, répondit-il, essayant de se convaincre que le médecin se trompait. Mais le médecin secoua la tête, confirmant le diagnostic. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas ignorer la gravité de la situation. Cette condition ne vient pas de nulle part, elle s'est développée au fil du temps, et avec le stress actuel, elle s'aggrave rapidement. Toute montée de stress pourrait vous être fatale, expliqua le médecin, un ton grave dans sa voix. Sullivan détourna le regard, sentant le poids de la nouvelle écraser ses espoirs. Il prit une profonde inspiration, tentant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Mais si nous ne faisons rien, elle mourra. Si je suis compatible, je vais donner, je ne peux pas la laisser dans cet état, murmura-t-il, les yeux remplis de larmes, cherchant la force d'accepter cette réalité dévastatrice. La vérité le frappa avec une intensité accablante, et le dilemme entre sauver Ivy et risquer sa propre vie était un fardeau trop lourd à porter. Le médecin soupira, comprenant la situation mais ayant besoin d'être direct. Si vous insistez pour donner un rein, le risque est extrêmement élevé. Nous parlons d'une réelle probabilité que votre cœur ne supporte pas la procédure. Cette décision doit être prise avec une extrême prudence, expliqua-t-il, essayant d'être aussi clair que possible malgré le poids de ses mots. Sullivan avait du mal à croire qu'il était pris dans ce choix, mais l'image d'Ivy, si fragile, était plus forte que la peur de sa propre mort. Sullivan se pencha en avant, tenant sa tête entre ses mains. Il inspira profondément, tentant de contrôler son cœur qui battait à tout rompre. « Je ne peux pas la laisser mourir. Elle a besoin de moi, et je risquerai tout pour ça. Dites-moi, est-ce que j'ai une chance, même minime ?» demanda-t-il, presque suppliant. Le médecin hésita avant de répondre. « Monsieur Dubois, tout effort supplémentaire pourrait aggraver votre condition. Il y a une chance, mais elle est minime, et toute détresse pourrait accélérer la situation de votre cœur. De plus, il est encore très peu probable que vous soyez compatible, répondit-il. Sullivan ferma les yeux, sentant une douleur vive dans sa poitrine, mais le désir de sauver Ivy était plus fort que sa peur. Alors, je veux essayer. Je le ferai pour elle, même si cela me coûte la vie, murmura-t-il fermement, mais avec une voix brisée. Le médecin tenta encore de convaincre Sullivan de reconsidérer, mais le millionnaire était déterminé. J'ai fait une promesse, et je ne peux pas la briser. Ivy a besoin de quelqu'un pour la protéger, et je suis la seule personne qui puisse le faire maintenant, affirma-t-il. Soudain, une infirmière entra en courant, interrompant la conversation, et Sullivan comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Dubois, c'est Ivy, elle se détériore, elle ne répond plus aux médicaments, » dit l'infirmière, son visage empreint de préoccupation. Le cœur de Sullivan s'emballa, et il ressentit une vive douleur dans sa poitrine, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Le médecin l'observa avec inquiétude, se rendant compte que Sullivan commençait à montrer des signes de réaction. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, essayez de rester calme, vous ne pouvez pas vous alarmer comme cela, c'est dangereux pour votre condition », le prévint le médecin alors que Sullivan tentait de contrôler sa respiration. Mais la douleur dans sa poitrine ne faisait qu'empirer, la nouvelle de la dégradation d'Ivy l'avait frappé comme un coup de poing, et il se sentait impuissant, incapable d'agir pour sauver la seule personne qui lui avait redonné foi en la bonté. Les mots du médecin résonnaient au loin alors que Sullivan luttait pour respirer, sa poitrine serrée et son esprit tourbillonnant avec l'image d'Ivy. Il pouvait à peine penser, mais avec les dernières forces qu'il avait, il essaya d'articuler une phrase. « Je ne peux pas la laisser seule », murmura-t-il avant de sentir sa vision s'assombrir et de perdre conscience, emporté par l'arythmie. Un moment plus tard, Sullivan ouvrit lentement les yeux. La pièce tournait autour de lui alors qu'il tentait de se concentrer sur la lumière pâle du plafond. Il se sentait faible, comme si quelque chose l'avait arraché à la réalité pour le ramener ici, allongé et incapable de réagir. Immédiatement, le souvenir de ce qui s'était passé lui revint, Ivy, les tests, la découverte de son propre problème cardiaque. Il essaya de se lever, mais une infirmière à son côté posa doucement la main sur son épaule, indiquant qu'il devait rester couché. « Monsieur Dubois, reposez-vous encore un peu, nous surveillons toujours votre état, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il inspira profondément, tentant de contrôler l'envie de se lever immédiatement. « Comment va-t-elle ? Ivy, est-ce qu'elle s'en est sortie ?» murmura-t-il, l'anxiété dans la voix, sentant sa poitrine se serrer sous le poids de l'incertitude. L'infirmière hésita avant de répondre, ce qui fit battre son cœur encore plus vite. « Monsieur, elle tient un fil. Son état est critique, dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. »
Sullivan ferma les yeux un instant, ressentant le poids de la situation l'écraser. Combien de temps tiendra-t-elle ainsi, pensa-t-il, essayant de rester calme mais sachant que le temps était crucial. Le médecin entra dans la chambre, un dossier à la main et une expression d'urgence sur le visage. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de discuter de quelque chose d'important avec vous », commença-t-il en s'approchant du lit. Sullivan le fixa, absorbant chaque mot avec une anxiété désespérée. « Nous avons reçu les résultats des tests de compatibilité et, contre toute attente, vous êtes compatible pour le don de rein, annonça le médecin, tentant de conserver un ton calme. Sullivan poussa un soupir de soulagement, un éclair d'espoir s'allumant en lui. « Alors c'est décidé. Je vais donner, docteur. J'ai dit que je ferai tout ce qu'il faut, répondit-il, la voix ferme comme si rien ne pouvait le dissuader. Le médecin l'observa un instant avant de poursuivre, le visage grave. Monsieur Dubois, la situation est extrêmement risquée pour vous. Il est essentiel que vous compreniez pleinement cela avant de prendre une décision, déclara-t-il. Sullivan secoua la tête, impatient. Je comprends les risques, docteur. Je sais que cela pourrait me coûter la vie, mais c'est un prix que je suis prêt à payer pour la sauver, dit-il, tentant de se lever malgré sa faiblesse. Le médecin soupira, voyant qu'il ne reculerait pas, et poursuivit en essayant une dernière fois de le faire reconsidérer. L'opération est complexe, et avec votre condition cardiaque, il y a une forte probabilité que votre cœur ne supporte pas la procédure. Ce n'est pas un risque mineur, monsieur Dubois. Nous voulons que vous compreniez la gravité de la décision que vous vous apprêtez à prendre, précisa le médecin, son regard soutenant celui de Sullivan. Sullivan serra les poings, conscient du danger mais de plus en plus déterminé. Je sais ce qui est en jeu, docteur, mais Ivy est en train de mourir. C'est une enfant qui mérite une seconde chance, et je ne peux pas la laisser partir sans rien faire, dit-il, la voix presque étranglée par le poids de ses mots. Alors qu'il parlait, une alarme retentit au loin, et le cœur de Sullivan s'emballa. Une infirmière entra en courant, le visage tendu. Monsieur Dubois, Ivy est en arrêt cardiaque, nous essayons de la réanimer, mais son état devient de plus en plus critique, annonça-t-elle, provoquant chez Sullivan une spirale d'angoisse. Il sentit la pression dans sa poitrine augmenter, son cœur battant de plus en plus vite, comme s'il essayait de suivre le rythme du désespoir qui le consumait. Elle ne peut pas partir comme ça, murmura-t-il, sentant la douleur s'intensifier. Il ferma les yeux, essayant de rester calme, mais la peur était incontrôlable. Le médecin remarqua la détresse de Sullivan et posa une main sur son épaule, essayant de le calmer. « S'il vous plaît, monsieur, ne faites aucun mouvement brusque. Je comprends ce que vous ressentez, mais nous avons besoin que vous vous stabilisiez pour la procédure. » Respirez profondément, conseilla le médecin, tandis que Sullivan tentait de maîtriser sa respiration, les yeux remplis d'une détermination désespérée. « Docteur, je signerai tout ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de temps à perdre, elle a besoin de ce rein, et je suis prêt à le faire. Je ne me le pardonnerai jamais si je ne le fais pas, affirma-t-il en prenant le formulaire que le médecin lui tendait, sa main tremblante. Il signa le document, autorisant la chirurgie, sa détermination évidente dans chaque geste, même si la faiblesse menaçait de le submerger. J'ai promis de sauver des enfants, et cela commence avec Ivy. Elle est ma responsabilité maintenant, murmura-t-il, tenant fermement le formulaire avant de le rendre au médecin. Le médecin hocha la tête, reconnaissant que la décision était prise, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que Sullivan était préparé pour la chirurgie, il sentit la pression dans sa poitrine augmenter, comme si son cœur résistait à sa propre volonté. Il se sentait faible, mais l'image d'Ivy, fragile et luttant pour sa vie, suffisait à le pousser à continuer. Juste un peu plus longtemps, cœur. J'ai juste besoin que tu tiennes jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité, pensa-t-il, essayant de se concentrer sur sa respiration et de rester focalisé, bien que la fatigue commençât à peser lourd. Avec les préparations en cours, Sullivan fut conduit dans la salle d'opération, où l'équipe s'affairait à ajuster les équipements et à préparer le centre chirurgical. Le médecin s'approcha de lui alors qu'une infirmière effectuait les derniers préparatifs. « Monsieur Dubois, il est encore temps de faire marche arrière. Cette chirurgie est un risque extrême pour vous, » dit le médecin une dernière fois, espérant qu'il reconsidérerait sa décision. Sullivan le regarda droit dans les yeux, inflexible. « Docteur, comprenez que ce n'est pas juste un choix. Je dois faire cela, c'est la seule façon de tenir ma promesse, répondit-il d'une voix ferme. Le médecin soupira, respectant la décision, et fit signe à l'équipe de commencer. Cependant, dès que les derniers préparatifs furent faits, Sullivan ressentit une douleur intense dans sa poitrine. Le moniteur à côté de lui commença à émettre des bips d'alerte, et l'équipe médicale échangea des regards alarmés. « Monsieur Dubois, restez calme, respirez lentement. Votre cœur montre des signes de défaillance, avertit le médecin, tentant de contrôler la situation. » Sullivan serra les dents, essayant d'ignorer la douleur et de se concentrer sur son objectif. « S'il vous plaît, juste un peu plus longtemps, » murmura-t-il, luttant contre son propre corps qui semblait vouloir abandonner. La douleur s'intensifia, et Sullivan sentit sa vision s'obscurcir. Le moniteur à côté de lui émit une alarme continue, coupant le silence de la salle d'opération d'un son strident et implacable. «
L'équipe médicale échangea des regards tendus, consciente de la gravité de la situation. Le médecin en chef, avec des pas rapides, s'approcha et posa une main ferme sur l'épaule de Sullivan pour attirer son attention. « Monsieur, arrêtez maintenant. Votre cœur est en train de céder. Vous devez vous calmer immédiatement. Si vous continuez, il risque de ne pas tenir, » dit le médecin, sa voix chargée d'une gravité qui ne laissait aucun doute. Sullivan serra les dents, déterminé à ignorer un corps qui le trahissait chaque seconde. Sa respiration devenait lourde, sa poitrine se comprimait d'une douleur atroce, mais il refusait d'abandonner. « J'ai juste besoin, juste un peu plus, je dois le faire pour elle, » murmura-t-il, les yeux à demi ouverts, luttant pour maintenir la conscience qui menaçait de s'échapper. Chaque seconde perdue représentait une menace pour l'avenir d'Ivy, et son sacrifice lui semblait petit face à la vie de cette jeune fille. Mais la douleur s'intensifiait à chaque instant, comme si quelque chose dans sa poitrine se resserrait de plus en plus, lui ôtant le souffle et les forces. Sa vision vacilla, le monde autour de lui devenant flou alors qu'il tentait de fixer son regard sur le plafond au-dessus, un point de concentration au milieu du chaos. Le médecin observa l'agonie évidente de Sullivan, sachant qu'il n'était pas en état de continuer. « Il pousse trop fort, nous ne pouvons pas risquer de perdre un autre patient aujourd'hui, » pensa le médecin, échangeant un regard déterminé avec l'équipe. Il fit un signe silencieux aux membres de l'équipe, qui comprirent immédiatement et commencèrent à déconnecter les appareils reliés à Sullivan pour interrompre la chirurgie de don de rein. « Sortez le patient de la salle, il doit être stabilisé avant toute tentative de procédure, » ordonna le médecin, sa voix calme mais ferme. Deux infirmières s'approchèrent et maintinrent doucement les bras de Sullivan, qui tenta de résister même si sa force l'abandonnait presque. « Non, je ne peux pas arrêter maintenant, nous devons continuer la chirurgie, elle a besoin de moi, » murmura-t-il, sa voix ponctuée par la douleur qui traversait sa poitrine. Sullivan se sentait fragile et impuissant, les yeux à demi fermés tandis qu'il était sorti de la salle d'opération. Il ne voulait pas abandonner le combat, mais son corps semblait avoir sa propre volonté, et tout ce qu'il pouvait faire était de regarder le plafond défiler au-dessus de lui, chaque lumière et ombre intensifiant la sensation que le temps lui échappait. « S'il te plaît, juste un peu plus, » pensa-t-il, son esprit partagé entre la volonté de continuer et la réalité de ses limites. L'équipe médicale l'emmena dans le couloir et le plaça délicatement dans un fauteuil roulant, ajustant les dispositifs de surveillance pour s'assurer qu'il était stable. Une infirmière à ses côtés vérifia de près ses signes vitaux tandis que le médecin en chef s'agenouillait à côté de Sullivan, tentant de maintenir le contact visuel. « Monsieur Dubois, vous êtes dans un état critique. Nous devons stabiliser votre cœur avant d'envisager toute tentative de chirurgie. C'est essentiel, » expliqua le médecin, sa voix grave mais calme. Sullivan tenta de prendre une profonde inspiration pour calmer son rythme cardiaque erratique, comme s'il se trouvait au bord de l'effondrement. « Cela n'a pas d'importance, docteur, sa vie est en jeu, vous ne comprenez pas ce que cela signifie pour moi, » murmura-t-il, sa voix presque éteinte par la faiblesse. Chaque mot et chaque effort semblaient insoutenables. Le médecin serra le bras de Sullivan, essayant de lui apporter un peu de stabilité au milieu de cette situation tendue. « Je comprends, monsieur, mais vous devez également survivre pour que le don puisse avoir lieu. » « Nous ne pouvons pas tout risquer en même temps, » répondit-il, tentant de raisonner avec lui. Sullivan baissa le regard, les yeux embués de larmes, incapable de chasser l'image d'Ivy de son esprit. Il essaya de maîtriser sa respiration, mais le désespoir prenait le dessus, et le sentiment d'impuissance le consumait. « Elle a besoin de moi, docteur, elle doit vivre, je ne pourrai jamais me pardonner si je la déçois maintenant. Et si mon cœur, si je ne me remets pas à temps pour la sauver, comment pourrais-je vivre avec ça ?» murmura-t-il, sentant le poids de la responsabilité peser sur lui. Le médecin l'observa, voyant l'effort que Sullivan faisait pour rester calme, mais il savait que ses forces étaient à leur limite. L'infirmière ajusta l'oxygène de Sullivan pour essayer de stabiliser sa respiration, tandis que le médecin continuait à surveiller ses signes vitaux, attentif à chaque changement. « Ce que vous devez comprendre, c'est que cette chirurgie ne sera possible que si votre cœur est suffisamment fort. Vous devez vous calmer, vous ne pouvez pas vous surcharger à ce point, ou vous ne pourrez pas sauver Ivy. Si vous n'atteignez pas la stabilité maintenant, » déclara le médecin, sa voix chargée d'une gravité incontestable. Sullivan hocha lentement la tête, essayant d'absorber cette dure réalité. Pourtant, il ferma les yeux, cherchant à rassembler la petite force qui lui restait, comme s'il pouvait calmer son propre cœur pour continuer. « Alors faites vite, stabilisez-moi. Je ferai de mon mieux pour rester calme, j'ai juste besoin que vous m'aidiez à faire ce que je dois faire, » murmura-t-il, serrant les accoudoirs de son fauteuil, l'expression de douleur et de détermination évidente sur son visage. Le médecin soupira, ressentant l'obstination de Sullivan, mais il ne pouvait ignorer la gravité de sa condition. « Nous allons prendre soin de vous et stabiliser votre cœur, mais vous devez coopérer. Il est essentiel que vous restiez calme, » dit le médecin en échangeant un signal avec l'infirmière, qui administra une légère dose de sédatif pour aider à ralentir son rythme cardiaque. Sullivan hésita encore, mais il sentit l'effet du médicament se manifester, apportant un léger engourdissement qui soulagea la douleur insupportable dans sa poitrine.
Il ferma les yeux, ressentant le poids de chaque respiration, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une pause, qu'il serait bientôt assez fort pour faire ce qui était nécessaire. S'il vous plaît, que cette douleur passe rapidement, pensa-t-il, le visage toujours marqué par la tension et l'incertitude. Il savait que chaque minute passée loin d'Ivy pouvait être une minute de trop, mais il n'avait d'autre choix que de céder. Après quelques minutes de surveillance, le rythme cardiaque de Sullivan commença à se stabiliser lentement, l'alarme du moniteur diminuant en intensité. Le médecin observa attentivement, satisfait de voir que la pression et les battements étaient enfin sous contrôle. « Il faut que cela reste stable. Quand vous serez assez fort, nous tenterons à nouveau, » l'informa le médecin. Sullivan hocha simplement la tête, son expression encore tendue. Quelques minutes plus tard, Sullivan était assis dans un fauteuil dans le couloir de l'hôpital, attendant le moment où il serait emmené pour la chirurgie. Il regardait autour de lui, observant le mouvement des infirmières et des médecins, le murmure lointain des patients et des familles. Le poids du moment semblait infini, et il ressentait chaque seconde comme si c'était la dernière. Ses pensées restaient fixées sur Ivy, imaginant ce qui se passerait si tout tournait mal. Il demanda à une infirmière du papier et un stylo et, quelques secondes plus tard, des larmes coulèrent le long de son visage alors qu'il tenait le stylo et une feuille de papier. Dans cette lettre, Sullivan exprima tout ce qu'il n'avait jamais dit à haute voix, peut-être même pas à lui-même. Il y révéla ses sentiments, l'angoisse qu'il avait gardée cachée, et les promesses qui faisaient désormais partie de sa vie. Le stylo glissait avec difficulté sur le papier alors qu'il tentait de contenir son émotion. « Si je ne reviens pas, qu'elle sache au moins que ma promesse était réelle, » murmura-t-il, achevant la lettre avec un profond soupir. Il plia soigneusement le papier et le remit à l'infirmière à ses côtés, lui demandant de le remettre à son avocat, avec les instructions qu'il avait laissées. Ensuite, Sullivan prit le téléphone, ses mains tremblantes, et composa le numéro de son avocat. L'appel fut bref et silencieux, mais chaque pause, chaque réponse de Sullivan était chargée de gravité. Il donna des instructions claires sans entrer dans les détails et raccrocha. Il regarda l'appareil, sachant que cet appel symbolisait un adieu. « C'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer qu'elle ira bien, » murmura-t-il en laissant tomber le téléphone sur ses genoux. Une infirmière apparut dans le couloir et s'approcha de lui, l'informant que l'équipe médicale était prête pour la chirurgie. Sullivan hocha la tête, tentant de rassembler le peu de force qui lui restait, et se leva lentement. Mais avant de partir, il demanda à voir Ivy une dernière fois. « Je veux juste la voir, même si ce n'est qu'un instant. »« Je promets que je ne prendrai pas longtemps, » demanda-t-il d'une voix douce et fatiguée. L'infirmière l'accompagna jusqu'à l'entrée de la chambre d'Ivy, où il put observer la fillette, allongée, pâle et fragile. Il s'approcha du lit d'Ivy, sentant son cœur s'accélérer à chaque pas, comme si le monde autour de lui disparaissait, ne laissant que le faible son de sa respiration. Lorsqu'il arriva à son chevet, il prit doucement la main de la fillette, comme s'il essayait de lui transmettre tout le courage qu'il lui restait. Ivy ouvrit lentement les yeux et, en le voyant, lui adressa un faible sourire, son visage connecté aux machines. « Je ne veux pas que tu meures, » murmura-t-elle, sa voix basse, presque comme une prière. Sullivan ressentit une douleur profonde dans sa poitrine en entendant ces mots, mais il força un sourire pour lui donner confiance. « Hey, je vais bien, nous allons traverser ça ensemble, et bientôt, on sera dehors, » mentit-il, essayant de se convaincre lui-même autant qu'il tentait de la rassurer. Il savait qu'il ne survivrait probablement pas, mais il ne voulait pas qu'elle ait peur. « Fais-moi confiance, petite. Je te promets que je ferai tout ce qu'il faut, » dit-il en serrant sa main. Peu de temps après, Sullivan fut de nouveau conduit dans la salle d'opération, le visage pâle et les traits fatigués, mais ses yeux portaient toujours la détermination. Il savait que c'était sa dernière chance de faire quelque chose pour Ivy, alors il fit de son mieux pour rester calme pendant les premières procédures. Les médecins autour de lui ajustaient les instruments et préparaient l'équipement, concentrés sur la complexité de la procédure qu'ils allaient entreprendre. Les regards échangés entre les membres de l'équipe révélaient la tension du moment, tout le monde savait qu'il faisait face à une situation extrême, et la marge d'erreur était minime. Il a besoin de toutes les forces possibles, les chances sont contre nous pour lui et pour elle, alors faisons cela rapidement, sans aucune erreur. Il faut être parfait, car tout est contre nous, murmura l'un des médecins, ajustant les instruments chirurgicaux avec précision. Pendant que Sullivan était préparé pour la chirurgie, Ivy était dans une autre pièce, connectée à une série de machines qui surveillaient ses signes vitaux de plus en plus faibles. L'équipe médicale savait que les deux étaient dans un état critique, et que le succès de l'opération dépendait d'une synchronisation parfaite entre les deux interventions, étant donné le risque élevé de complications pour les deux patients. « Elle s'aggrave, nous n'avons plus beaucoup de temps », avertit l'un des médecins dans la chambre d'Ivy, tandis qu'un autre ajustait la respiration artificielle qui la maintenait en vie. « Elle ne tiendra plus longtemps si nous n'agissons pas vite. » La chirurgie commença, et l'équipe se déplaça en silence, le son des équipements étant le seul bruit dans la salle. Sullivan respirait avec difficulté, même sous sédatif, tandis que les médecins faisaient la première incision pour accéder au rein. La tension était palpable, chaque mouvement devait être précis, chaque seconde bien calculée. « Nous devons accélérer, son cœur ne réagit pas bien », murmura le chirurgien en chef en observant le moniteur qui montrait des signes inquiétants.
Sullivan semblait être au bord de sa limite, et l'équipe savait que le moindre faux pas pourrait être fatal. En plein milieu de la chirurgie, le moniteur de Sullivan émit un signal irrégulier. Son rythme cardiaque oscillait, et le médecin réalisa que le cœur de Sullivan perdait en stabilité. Il entre en arythmie, nous devons stabiliser le cœur avant de continuer avec le rein, avertit l'anesthésiste, alors que l'équipe se mobilisait pour agir rapidement. Les médecins administrèrent des médicaments pour tenter de contrôler les battements de son cœur, mais celui-ci continuait à s'affaiblir, devenant de plus en plus erratique. Tenez bon, monsieur Dubois, juste un peu plus, pensa le médecin en ajustant les instruments, tout en observant attentivement le moniteur. Dans l'autre pièce, Ivy luttait aussi pour sa vie. Son corps montrait des signes de fatigue extrême, et les médecins faisaient tout leur possible pour la maintenir stable jusqu'à ce que le rein soit prêt pour la transplantation. Dans la salle d'Ivy, la pression baissait de manière alarmante. Sa pression chute, nous allons avoir besoin de plus de soutien ici, dit l'un des médecins, la voix chargée de tension. L'équipe s'activait frénétiquement, tentant de prévenir le pire alors que les signes vitaux d'Ivy s'affaiblissaient de plus en plus. Elle ne tiendra plus longtemps, il faut se dépêcher, ajouta un autre médecin, essayant de contenir la panique qu'il ressentait. Dans la salle de Sullivan, la situation s'aggravait également. Son cœur commença à flancher de nouveau, et le moniteur montra une chute brutale de ses battements. Il est en arrêt cardiaque. Réanimation, tout de suite, cria le médecin alors que l'équipe se mobilisait, chacun exécutant son rôle avec une précision absolue. Les défibrillateurs furent rapidement ajustés et appliqués, mais le corps de Sullivan réagissait à peine, comme s'il était prêt à abandonner. Nous ne pouvons pas le perdre maintenant, il est son seul espoir, murmura le médecin en chef, déterminé à ne pas laisser cette chirurgie échouer. Après un dernier effort, le cœur de Sullivan reprit son battement, faible et instable, mais suffisant pour donner un souffle d'espoir. Les médecins poussèrent un soupir de soulagement, tout en sachant qu'ils étaient au bord du gouffre. Nous sommes à la limite, toute nouvelle défaillance pourrait être fatale, avertit l'anesthésiste, observant le moniteur avec appréhension. Pendant ce temps, dans la salle d'Ivy, les médecins luttaient contre le temps. Le cœur de la fillette montrait des signes de faiblesse extrême, et sa respiration était maintenue uniquement par les machines. Si nous ne recevons pas le rein rapidement, elle ne tiendra pas, commenta un des médecins, sa voix tremblante. Ivy était dans un état critique, et tous les membres de l'équipe ressentaient la pression de sauver une vie qui leur échappait. « Allez, Sullivan, il faut tenir le coup », murmura l'un des médecins, comme si ces mots pouvaient atteindre l'homme dans l'autre salle. Dans la salle d'opération de Sullivan, l'équipe parvint enfin à extraire le rein, mais à peine l'organe retiré, le moniteur de Sullivan émit une alarme stridente, et son cœur commença à faiblir de nouveau. « On le perd, il est en train de lâcher », prévint le médecin, tandis que l'anesthésiste tentait de rester calme. L'équipe de réanimation se mit à l'action une nouvelle fois, essayant de sauver Sullivan, au bord de la mort. Les machines continuaient de retentir avec des signaux d'alerte, et l'équipe médicale faisait tout son possible pour maintenir Sullivan en vie. Le défibrillateur fut activé à nouveau, les médecins administrant des médicaments sans relâche. « Allez, monsieur Dubois, il nous faut encore une chance », murmura l'anesthésiste, la voix empreinte d'espoir et de désespoir mêlés. Enfin, après un long et épuisant effort, le cœur de Sullivan recommença à répondre, bien que faiblement. Dans la salle d'Ivy, les médecins reçurent le rein de Sullivan et commencèrent immédiatement la transplantation. Le corps d'Ivy était au bord du gouffre, et ses signes vitaux restaient instables, mais l'équipe médicale travailla avec précision, tentant de stabiliser l'organe et de rétablir la fonction rénale. « La pression est toujours basse, nous avons besoin de plus de soutien », dit l'un des médecins, alors que les autres tentaient de maîtriser la situation. L'opération se poursuivait, chaque geste étant calculé, l'équipe concentrée sur la tâche de sauver cette jeune vie. Cependant, alors que le transplant avançait, le corps d'Ivy commença à rejeter le rein. Le moniteur à côté d'elle émit un signal d'alerte, et le cœur de la fillette commença à faiblir. La fonction cardiaque chute, il faut la stabiliser ou elle va partir, avertit le médecin, tandis que l'équipe tentait de maîtriser le rejet. Dans la salle de Sullivan, le cœur du millionnaire commença également à faillir de nouveau, comme si l'effort final pour donner son rein avait épuisé ses dernières réserves. Le moniteur à côté de lui émit une alarme continue, et les médecins échangèrent des regards désespérés, réalisant qu'il se battait sur deux fronts. « Il faut que son cœur continue à battre, nous ne pouvons pas le perdre maintenant », dit le médecin en chef, ajustant l'équipement dans l'espoir de le stabiliser. La situation devenait critique, et l'atmosphère dans les deux salles était à son comble. Les médecins des deux équipes se battaient pour sauver Sullivan et Ivy, mais avec chaque seconde qui passait, les signes vitaux des deux patients devenaient plus faibles. Les moniteurs déclenchaient des alarmes incessantes, une symphonie de désespoir qui résonnait dans les couloirs de l'hôpital. Puis, dans un moment de désespoir total, les deux machines commencèrent à faillir simultanément, leurs signes vitaux chutant en synchronisation, comme si les vies de Sullivan et d'Ivy étaient liées dans un ultime effort pour résister. Dans la salle de chirurgie, l'atmosphère était insupportable. Les équipes médicales des deux salles luttaient de toutes leurs forces pour garder Sullivan et Ivy en vie.
Le moniteur cardiaque de Sullivan émettait des signaux critiques, chaque battement ressemblant à un compte à rebours, et son cœur affaibli par la chirurgie et sa condition montrait des signes d'épuisement. Le médecin en chef observa la situation, une expression de pur désespoir sur le visage. « Préparez le défibrillateur, on va essayer de le ranimer », ordonna-t-il alors que l'équipe se déplaçait rapidement, ajustant l'équipement pour donner une dernière chance à Sullivan. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, les médecins étaient sur le point de terminer la transplantation d'Ivy. Le nouveau rein avait été implanté, et l'équipe effectuait les dernières procédures pour connecter l'organe au système circulatoire de la fillette. Mais la pression d'Ivy fluctuait, et les médecins savaient qu'ils n'avaient pas encore le droit de se réjouir. Il faut la stabiliser rapidement, son corps est toujours en état de choc, et le rejet n'est pas impossible, commenta un des médecins, échangeant des regards inquiets avec ses collègues. Dans la salle de chirurgie de Sullivan, les médecins appliquèrent le premier choc du défibrillateur. Son corps réagit avec un léger spasme, mais le moniteur continuait d'afficher une ligne oscillante sans rythme stable. Le médecin fit signe à l'équipe et appliqua un autre choc, la sueur perlant sur son front alors qu'il s'efforçait de toutes ses forces de le ramener. « Allez, monsieur Dubois, vous pouvez encore vous battre », murmura-t-il, presque en prière. Après le troisième essai, le moniteur montra enfin des signes d'un battement de cœur, bien que faible. Le médecin poussa un soupir, conscient que cette petite victoire serait temporaire. « Il est encore très instable, continuez à surveiller, il nous faut un miracle pour qu'il s'en sorte », commenta l'anesthésiste en échangeant des regards avec l'équipe qui poursuivait le travail sans relâche. Dans la chambre d'Ivy, la transplantation avait été réussie, et les médecins observaient de près le moniteur alors que le corps de la fillette réagissait au nouveau rein. Lentement, les signes vitaux d'Ivy commencèrent à montrer des signes de réponse. Sa pression artérielle se stabilisa graduellement, et son battement de cœur, encore faible, montra une lente reprise. Elle commence à réagir, augmentons les médicaments pour aider son corps à accepter le nouvel organe, suggéra le médecin en chef, gardant un œil attentif sur le moniteur où chaque battement était un pas vers la sortie de l'abîme. Mais alors qu'Ivy montrait des signes de rétablissement, le cœur de Sullivan lâcha de nouveau. Le moniteur émit une alarme continue et aiguë, le son que tous redoutaient. Le médecin en chef se précipita pour essayer d'appliquer une nouvelle fois le défibrillateur. À chaque tentative, le corps de Sullivan réagissait par des spasmes, mais le moniteur restait une ligne plate, qui semblait se faire de plus en plus définitive avec chaque seconde qui passait. Le médecin sentit la tension monter à chaque seconde qui passait, incapable de laisser partir Sullivan après tout ce qu'il avait sacrifié. « Nous ne pouvons pas le perdre maintenant, pas après tout ça », murmura-t-il avec une ferveur qui imprégnait chaque mot. L'équipe suivit ses instructions, tentant de le ranimer encore une fois, mais chaque tentative semblait plus faible que la précédente. L'anesthésiste regarda le médecin en chef, l'expression de défaite évidente sur son visage. « L'activité cardiaque est à la limite, je ne sais pas s'il tiendra », murmura-t-il, la voix presque inaudible. Le médecin prit une profonde inspiration, réticent à accepter ce qui semblait inévitable. Il tenta un dernier effort pour inverser la situation. « Sullivan, s'il vous plaît, battez-vous un peu plus longtemps », murmura-t-il, sachant que ces mots s'adressaient autant à lui-même qu'à son patient. Pendant que Sullivan luttait pour sa vie, Ivy était dans un état de calme apparent. Son corps commençait lentement à accepter le nouveau rein, et elle montrait des signes d'amélioration. Les médecins autour d'elle semblaient soulagés, bien que prudents. Elle réagit bien pour le moment. « Continuons de surveiller de près et ajustons les médicaments aux besoins », annonça le médecin. L'équipe soupira, soulagée, mais consciente que la situation demeurait précaire. Le succès était encore instable, mais ils faisaient de leur mieux pour lui donner une chance de se rétablir. Dans la salle de chirurgie de Sullivan, la situation atteignit un point critique. Le moniteur afficha une ligne plate, et les tentatives de réanimation n'eurent aucun effet. L'équipe médicale échangea des regards lourds de sens, consciente que le cœur de Sullivan n'avait plus la force de réagir. Le médecin en chef baissa la tête un instant, en silence, avant de se tourner vers les autres. « Monsieur Dubois n'a pas survécu », annonça-t-il avec une profonde tristesse, la voix chargée de regret et de fatigue. Dans la chambre d'Ivy, la jeune fille commença à ouvrir les yeux, son visage pâle retrouvant une légère touche de couleur. L'équipe médicale autour d'elle observa, surprise et soulagée, en voyant qu'elle sortait enfin de son état critique. « Ivy, tu peux nous entendre ?» demanda un des médecins en se penchant pour voir sa réaction. La fillette cligna des yeux, encore confuse et faible, mais dans son regard brillait une force inattendue. Le médecin lui prit la main avec un sourire rassurant. « Tu as réussi, ma chère. Tu es une battante » murmura-t-il tandis qu'Ivy essayait de parler, ses lèvres tremblantes. Mais avant qu'elle ne puisse demander des nouvelles de Sullivan, une infirmière entra précipitamment, appelant le médecin à part pour l'informer de la perte de Sullivan. Ivy, maintenant éveillée, remarqua soudain le silence et le regard inquiet des médecins. Toujours très faible, elle perçut l'atmosphère lourde et l'échange de regards entre le médecin et l'infirmière. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de terriblement grave. Elle tenta de parler, mais sa voix n'était qu'un faible murmure, et ses lèvres tremblaient. « Sullivan, où est-il » murmura-t-elle, son cœur s'accélérant alors que la confusion et la peur envahissaient son esprit.
Elle se souvenait vaguement de son visage avant la chirurgie, de ses paroles réconfortantes, de la promesse qu'il lui avait faite que tout irait bien. Il ne pouvait pas être parti, pas après tout ce qu'il avait fait pour elle. Le médecin prit une profonde inspiration et s'approcha du lit, échangeant un regard avec l'infirmière qui reflétait toute la difficulté de transmettre une telle nouvelle. Ivy sentit l'angoisse grandir, et le poids de l'attente devenait insupportable. « Ivy, Monsieur Dubois a fait un grand sacrifice pour toi », commença le médecin en essayant de garder un ton calme, bien que la tension dans sa voix fût palpable. « Il a fait don de son rein pour que tu aies une chance de survivre. » La nouvelle frappa Ivy comme un coup de massue. D'abord, l'information lui sembla irréelle, comme dans un rêve, mais au fur et à mesure que les mots du médecin prenaient racine dans son esprit, une panique grandissante commença à la submerger. « Et lui? Il va bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante, les yeux remplis de larmes qu'elle essayait de contenir. Le médecin hésita un instant, et ce silence fut suffisant pour qu'Ivy sente le sol s'effondrer sous ses pieds. « Sullivan, il est vivant, n'est-ce pas? Il doit être en sécurité », continua-t-elle, sa voix brisée, presque essoufflée. Le médecin baissa les yeux, incapable de la regarder dans les yeux, et ce geste confirma ce qu'Ivy redoutait le plus. Une douleur profonde et dévastatrice la transperça, lui ôtant tout l'air et les forces qui lui restaient. « Il est parti, n'est-ce pas? Il a donné sa vie pour moi », murmura Ivy, sa voix tremblante alors que des larmes coulaient sans retenue sur son visage. Elle tenta de lever la main, mais ses bras étaient trop faibles pour accompagner son désespoir. « Il voulait que tu vives, Ivy. Il a pris cette décision en toute conscience, sachant que c'était la seule manière de te donner une nouvelle chance, » expliqua le médecin, tentant de lui offrir un peu de réconfort. Mais Ivy secoua la tête, refusant d'accepter cette réalité. « Non, il ne pouvait pas, je n'aurais jamais demandé ça de lui, » dit-elle entre deux sanglots, ses yeux gonflés de larmes et sa poitrine serrée, comme si la douleur allait l'écraser de l'intérieur. « Je voulais juste qu'il aille bien, qu'il reste à mes côtés. Il n'aurait pas dû faire ça. » Les moniteurs autour d'elle commencèrent à émettre des bips irréguliers, alertant l'équipe de la gravité de l'état d'Ivy. Sa respiration devenait de plus en plus rapide, et son rythme cardiaque reflétait l'intensité de sa crise émotionnelle. Le médecin tenta de s'approcher d'elle, posant doucement une main sur son épaule dans l'espoir de l'apaiser, mais Ivy était inconsolable. « Je ne voulais pas ça, je l'ai vu avant la chirurgie, j'ai vu dans ses yeux qu'il se souciait vraiment de moi. Ça faisait si longtemps que personne ne s'était soucié de moi, je ne lui ai jamais demandé de se sacrifier pour moi », cria-t-elle, sa voix faible mais chargée de douleur. Le son des moniteurs s'intensifia, le rythme cardiaque atteignant des pics, reflétant sa souffrance. Le médecin jeta un coup d'œil à l'infirmière, qui ajusta immédiatement le débit d'oxygène et prépara une dose de sédatif pour tenter de stabiliser Ivy. « Ivy, il faut que tu respires doucement. Je sais que ça fait mal, mais tu dois te calmer. Il a fait cela pour que tu puisses vivre. Il croyait en ta force, et il ne voudrait pas te voir souffrir ainsi, » dit le médecin d'une voix douce, cherchant les mots pour apaiser ne serait-ce qu'un peu de cette douleur. Mais Ivy secouait la tête, sanglotant et murmurant entre ses larmes. « Je voulais juste qu'il vive, il m'a promis qu'il irait bien. Il ne pouvait pas me laisser comme ça, » murmura-t-elle, sa voix brisée par des respirations haletantes. Chaque souvenir de Sullivan était comme une nouvelle blessure dans son cœur, et le poids de la culpabilité semblait l'enfoncer dans un abîme inévitable. Pourquoi devait-il faire ça? Je n'en vaux pas la peine, il aurait dû penser à lui. Je ne suis qu'une mendiante, c'est un homme important, jamais je ne pourrai vivre en sachant qu'il est parti à cause de moi. À chaque phrase, l'état d'Ivy s'aggravait, les moniteurs indiquant une dégradation progressive de ses signes vitaux. L'équipe médicale autour d'elle s'affairait, tentant de stabiliser la situation, mais la douleur et le désespoir semblaient trop puissants pour qu'Ivy puisse les contrôler. « Elle est en état critique, il faut la stabiliser avant que la situation ne dégénère », déclara une des infirmières, ajustant les médicaments tout en essayant d'apaiser Ivy par des gestes doux sur son bras. Mais Ivy semblait incapable de se calmer. Elle serra fermement le drap, ses doigts tremblants, son visage baigné de larmes, comme si elle cherchait un quelconque réconfort, mais sans y parvenir. Il était le seul qui se souciait vraiment de moi, et maintenant, il est parti à cause de moi, murmura-t-elle entre ses sanglots, alors que la culpabilité et le chagrin menaçaient d'envahir chaque fibre de son être. « Je n'ai jamais demandé tout cela, je voulais juste quelqu'un qui ne m'abandonnerait pas, » murmura Ivy, ses yeux se fermant un instant, consumés par l'épuisement et la douleur. Le médecin l'observa, de plus en plus inquiet, conscient que, en plus du chagrin, Ivy luttait désormais contre le rejet du rein. Son corps affaibli semblait réagir négativement à la transplantation, et son état émotionnel ne faisait qu'aggraver la situation. « Nous avons besoin de plus de soutien immunologique pour éviter que son corps ne rejette le rein », annonça le médecin, essayant de rester calme malgré la gravité de la situation. Ivy, encore plongée dans sa douleur, ne remarqua pas l'agitation des médecins autour d'elle. Son esprit était perdu dans l'image de Sullivan, dans le souvenir de son sourire doux et de son regard empli d'espoir. « Il était ma seule chance d'avoir quelqu'un qui se souciait vraiment, » murmura-t-elle, sa voix brisée alors que les larmes coulaient sur son visage.
Pendant ce temps, dans la salle d'opération de Sullivan, le silence n'était interrompu que par le bruit du moniteur, affichant une ligne continue. L'équipe médicale échangea des regards pleins de tristesse, consciente qu'ils avaient perdu celui qui avait sacrifié sa vie pour en sauver une autre. L'un des médecins, le visage marqué par l'épuisement et la frustration, retira ses gants et annonça d'une voix tremblante, « Heure du décès, 15h42 ». La pièce se remplit d'un deuil silencieux, et chaque membre de l'équipe sembla absorber le poids de ce moment. Sullivan était devenu plus qu'impatient, il était l'homme qui avait tout risqué pour donner une chance à une enfant. Mais le médecin en chef, qui avait dirigé la procédure, hésitait. Il regarda le corps de Sullivan, essayant de comprendre comment ce cœur, qui avait montré une force extraordinaire, avait finalement cédé. « Non » murmura-t-il, sa voix presque inaudible, en posant ses mains sur la poitrine du patient. « Je ne peux pas accepter ça, cet homme a tout fait pour sauver une gamine de la rue. Il a un cœur fort, il doit en être ainsi. » L'équipe s'arrêta, surprise par la détermination dans les yeux du médecin. Quelques infirmières tentèrent de s'approcher, se demandant si le médecin avait perdu la raison, mais celui-ci éleva la voix, mélange de fermeté et d'intensité. « Je ne renonce pas à lui, pas maintenant, pas après tout cela », s'exclama-t-il en commençant les compressions thoraciques, ses mains bougeant avec précision sur la poitrine de Sullivan. « Il doit revenir, il mérite cette chance. » Les membres de l'équipe échangèrent des regards perplexes, certains se demandant en silence si le médecin n'était pas en train de céder à l'irrationalité. Les compressions thoraciques continuaient, le son des battements manuels brisant le silence pesant de la salle. « Docteur, s'il vous plaît, il est parti. » « Il vaudrait mieux arrêter » insista une infirmière, sa voix empreinte de respect et de préoccupation. Mais le médecin n'écouta pas, son expression déterminée alors qu'il maintenait le rythme des compressions. « Vous ne comprenez pas, cet homme est allé au-delà de ce que quiconque aurait fait. Il est encore là, je le sais » cria-t-il, ignorant les tentatives pour l'interrompre. Le temps passait, et le désespoir et la tension grandissaient parmi l'équipe. « Docteur, nous devons officiellement déclarer l'heure du décès » insista une autre infirmière, d'un ton insistant. Mais le médecin continua, sa voix tremblante. « Non, il n'a pas renoncé à elle, je ne renonce pas à lui » s'exclama-t-il, chaque battement manuel semblant un combat pour ramener Sullivan. C'est alors qu'en plein désespoir, le médecin fit quelque chose de rare pour lui. Il ferma les yeux et murmura une prière, les mots sortant d'une voix basse et rauque. « Seigneur, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait cela. Si je suis un homme sceptique, ma foi est en la médecine, mais s'il existe une chance, une seule, cet homme mérite une chance. Il a tout donné. Aidez-moi à le sauver. » La tête baissée, il continua les compressions, les mains fermes et les yeux brillants d'une foi inébranlable. Autour de lui, l'équipe observait, certains croisant les bras, d'autres détournant le regard, se sentant témoins de quelque chose qui dépassait la médecine. Et puis, après des secondes qui semblaient des heures, un miracle se produisit. Le moniteur de Sullivan émit un faible bip, presque imperceptible, mais bien réel. Son cœur recommença à battre, d'abord faiblement, puis avec plus de force, comme si une force mystérieuse le ramenait à la vie. Le médecin leva les yeux, incrédule, le visage rempli de soulagement et d'émotion. « Il est revenu, murmura-t-il, à peine croyant ce qu'il voyait. Les infirmières autour de lui étaient stupéfaites, certaines laissant échapper des soupirs de soulagement tandis que l'équipe reprenait rapidement le travail pour stabiliser Sullivan. Bien que son cœur ait recommencé à battre, l'état de Sullivan restait délicat. Les médecins savaient qu'il était revenu miraculeusement, mais qu'il restait dans un coma profond, ses signes vitaux fragiles. Le médecin en chef observa le moniteur, tentant de contenir ses propres émotions. « Il est vivant, mais il a besoin de soins intensifs » annonça-t-il, et l'équipe commença à préparer son transfert en unité de soins intensifs. Le silence dans la salle était presque sacré, tous conscients qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. « Merci » murmura doucement le médecin en chef, en prière silencieuse. Pendant ce temps, Ivy était dans l'unité de soins intensifs. Une infirmière entra précipitamment dans sa chambre, l'expression fatiguée mais avec un éclat dans les yeux. Elle s'approcha du lit d'Ivy et se pencha doucement pour lui annoncer la nouvelle. « Ivy, nous avons quelque chose à te dire » dit-elle, lui prenant doucement la main. Ivy, encore dans un état de grande fragilité, regarda l'infirmière avec des yeux pleins de questionnement et d'espoir. « Sullivan, il a survécu. Le docteur a pu le réanimer » murmura l'infirmière, sa voix douce mais chargée de sens. Ivy resta sous le choc, son cœur battant plus fort, comme si un souffle de vie lui avait été rendu en cet instant. « Il est vivant » demanda-t-elle, à peine croyant, son regard fixé sur l'infirmière, tentant d'absorber cette nouvelle qui semblait impossible. L'infirmière lui sourit, serrant doucement sa main. « Oui, Ivy, il est vivant. » C'était un véritable miracle, répondit-elle, observant l'expression d'Ivy se transformer, la fatigue et la tristesse cédant la place à un profond soulagement, bien qu'elle fût encore consciente de la gravité de son état. « Il l'a fait pour toi, ma chère. Il s'est battu jusqu'au dernier moment » ajouta l'infirmière, son ton empreint de respect, comme si elle aussi rendait hommage au sacrifice de Sullivan. Ivy sentit une vague d'émotion envahir son corps affaibli, et des larmes de soulagement et de gratitude montèrent à ses yeux.
Je dois le voir, je dois être à ses côtés, murmura-t-elle, sa voix faible mais déterminée. L'infirmière hésita, expliquant que l'état des deux était encore délicat et qu'ils avaient besoin de repos. Cependant, le regard résolu d'Ivy, empli d'une détermination inébranlable, la fit reconsidérer. « S'il vous plaît, il a tout donné pour moi, je dois être à ses côtés maintenant, » insista Ivy, son ton chargé d'une intensité presque irrésistible. L'infirmière, touchée par la dévotion d'Ivy, acquiesça. Avec l'aide d'une autre infirmière, elle préparait Ivy pour la transporter jusqu'à la chambre de Sullivan. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'on l'amena près de lui, Ivy sentit son cœur battre plus fort à chaque mètre qui la rapprochait de lui. Elle fut installée aux côtés de Sullivan, qui était étendu, pâle et plongé dans un coma, les machines autour de lui surveillant chaque signe de son rétablissement fragile. En voyant le visage paisible de Sullivan, respirant avec l'aide des appareils, Ivy ressentit un mélange de gratitude et de tristesse envahir son cœur. « Tu m'as donné la vie, mais je ne peux pas accepter que tu partes, » murmura-t-elle, se rapprochant autant que ses forces le lui permettaient, ses yeux fixés sur lui alors qu'elle tenait doucement sa main. Sullivan, immobile et silencieux, semblait presque en paix, mais Ivy savait qu'une lutte invisible se déroulait encore en lui. L'infirmière s'approcha et ajusta avec soin les câbles connectés à Ivy, tout en lui parlant doucement. « Il est dans le coma, mais il y a de l'espoir. Monsieur Dubois a déjà surmonté l'impossible une fois, et qui sait, peut-être qu'il le fera encore, » dit-elle, tentant de réconforter Ivy. Ivy serra la main de Sullivan comme si c'était son ancre. « Je sais que tu es là, je sais que tu vas revenir, » murmura-t-elle, laissant enfin les larmes couler librement sur son visage. Les jours passèrent, et Ivy, ayant récupéré suffisamment pour s'asseoir à côté de Sullivan, passa des heures dans une routine attentive et dévouée. La chambre de l'unité de soins intensifs restait silencieuse, à l'exception du son des moniteurs qui indiquaient l'état toujours critique de Sullivan. Chaque jour, Ivy s'approchait de lui avec un livre en main, un recueil de petites histoires simples qu'elle avait trouvées à l'hôpital. Pour elle, chaque lecture était une façon de se connecter à lui, de lui rappeler qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait encore. D'une voix douce, elle commença à lire une des histoires, espérant que, d'une manière ou d'une autre, ces mots pourraient pénétrer le profond sommeil dans lequel il était plongé. Celle-ci parle d'un petit oiseau qui s'est perdu loin de sa mère, commença-t-elle en s'ajustant pour mieux lire. Il a volé si haut qu'il s'est retrouvé perdu, mais une dame très gentille l'a trouvé et l'a nourri jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Ivy marqua une pause, observant le visage serein de Sullivan. « C'est comme je me sentais, tu m'as aidé à voler quand je n'avais plus de force, » murmura-t-elle, ses yeux fixés sur lui comme si elle attendait une réponse qui ne viendrait pas encore. Avec précaution, Ivy referma le livre et prit la main de Sullivan, sentant la douce chaleur qui émanait encore de lui. « Tu sais, Sullivan, j'ai pensé à tellement d'endroits où on pourrait aller quand tu te réveilleras, » dit-elle, une légèreté dans la voix qui trahissait sa détermination à croire en son retour. « Il y a un beau parc pas loin d'ici. J'y suis passé avant de venir à l'hôpital, peut-être que tu le connais déjà, mais je voulais te le montrer à ma façon, » ajouta-t-elle avec un sourire, imaginant la scène, essayant de lui transmettre tout son espoir. Jour après jour, Ivy restait à ses côtés, planifiant chaque détail de ce qu'ils feraient ensemble. « Je te ferai goûter toutes mes recettes, Sullivan. Avant que maman parte, on jouait à cuisiner ensemble. Je pense que je suis une bonne cuisinière, au moins c'est ce qu'elle disait, » dit-elle en riant légèrement. « Le premier repas que je te ferai, ce sera une soupe, une de celles qui réchauffent bien et qui te feront te sentir mieux. Je promets que ce ne sera pas comme la soupe d'hôpital, mais pour ça, il faudra que je puisse utiliser les ingrédients dans ta cuisine, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Je promets de faire de mon mieux pour que ce soit le meilleur repas que tu aies goûté de toute ta vie, » ajouta-t-elle doucement en caressant sa main. Dans chaque conversation silencieuse, Ivy faisait des plans et partageait des rêves. On ira au parc, on s'assiera sur le plus beau banc, et on passera toute l'après-midi là-bas. Je pourrais même te raconter une histoire pendant que tu te reposes, murmura-t-elle, le regard plein de tendresse. Elle imaginait chaque instant avec tant d'intensité qu'elle pouvait presque sentir la chaleur du soleil et la douce brise qui soufflerait entre les arbres autour d'eux. Et puis, quand tu te réveilleras, on mangera du pop-corn, je t'apprendrai à apprécier les choses simples, ajouta-t-elle avec un sourire. Entre une lecture et une autre, Ivy observait le moniteur à côté de lui, espérant y voir un signe d'amélioration. Chaque bip représentait un vœu silencieux, une prière pour un miracle. « Je pense que tu te reposes juste pour reprendre des forces, pas vrai ? Parce que quand tu te réveilleras, on aura tant de choses à faire, » murmura-t-elle avec douceur. Elle continua à lui parler chaque jour, le rassurant et lui racontant des histoires de l'extérieur. Un après-midi, Ivy se pencha vers lui, parlant presque comme si Sullivan pouvait répondre à tout moment. « Tu sais, Sullivan, j'ai toujours voulu avoir une famille, et maintenant tu es ma famille. Quand tu te réveilleras, on créera nos propres moments ensemble, loin de toute tristesse. Si tu veux, tu pourras venir me rendre visite dans la rue, je serai heureuse de te montrer ce que j'aime voir et les endroits que je fréquente, » ajouta-t-elle, sa voix pleine d'émotion alors qu'elle passait sa main avec tendresse dans les cheveux de Sullivan. « Je te promets que je serai à tes côtés toujours. Si tu restes ici, je viendrai chaque jour, je ne te quitterai pas, » affirma-t-elle, déterminée.
Cette routine devint un rituel, chaque jour apportant une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau projet pour leur avenir. Demain, j'apporterai une autre histoire, je pense que tu vas l'aimer, dit-elle un jour avec un sourire. Elle parle d'une fille qui trouve enfin son chemin vers chez elle, après très longtemps. Ce sera comme notre retour, tu vois. Elle sourit à cette pensée, l'espoir grandissant avec chaque mot. Nous sommes ensemble dans tout cela, Sullivan, tu ne seras plus jamais seul. Un après-midi, Ivy apporta un carnet dans lequel elle commença à noter ses idées et ses rêves pour les partager avec Sullivan lorsqu'il se réveillerait. J'écris tout pour ne rien oublier, pour qu'on réalise chaque rêve ensemble, expliqua-t-elle comme s'il pouvait l'entendre. On va passer des journées incroyables, j'en suis sûr. Les jours passant, Ivy commença à visualiser dans son esprit la vie qu'ils partageraient. Je veux t'emmener voir les lumières de la ville la nuit. Je veux te montrer comment elles se reflètent sur le lac dans le parc, c'est une vue dont je ne me lasserai jamais, dit-elle, décrivant chaque scène avec tendresse. Elle espérait que ces mots soient comme des graines d'espoir qui, d'une façon ou d'une autre, germeraient en lui et l'éveilleraient. Un jour, Ivy se pencha près de lui comme pour lui révéler un secret. Quand tu te réveilleras, je te dirai que je te sauverai tous les jours si je devais recommencer, tout cela parce que tu as pris soin de moi, murmura-t-elle en serrant sa main, comme si c'était la seule encre qui les maintenait ensemble en cet instant. Et puis, tandis qu'elle parlait, le moniteur à côté de Sullivan émit un bip différent. Ivy s'arrêta de parler, le cœur battant, fixant le moniteur avec de grands yeux. La ligne, autrefois monotone, montra une légère augmentation des battements cardiaques, c'était la première réponse de Sullivan depuis le coma. Le cœur battant et les yeux remplis de larmes, Ivy se pencha encore plus près et chuchota. « Sullivan, tu m'entends ? Je suis là, je t'attends, dit-elle, le cœur rempli d'espoir. » Le signal était faible, mais c'était une réponse. Ivy observa chaque détail de son visage comme si le moindre mouvement pouvait être un signe qu'il revenait vers elle. Et puis, quand elle s'y attendait le moins, les doigts de Sullivan frémirent légèrement en réponse à son toucher. Ivy retint son souffle, les yeux écarquillés, et se pencha encore plus près. « Sullivan, tu as bougé, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle attendit, et lentement, comme s'il luttait pour remonter à la surface après un long plongeon, les yeux de Sullivan commencèrent à s'ouvrir. La lumière l'aveuglait un peu, et il cligna des yeux lentement, s'adaptant à la douce lumière de la pièce. Ivy pouvait à peine contenir le soulagement et la joie qui l'envahissait. Un sourire tremblant apparut sur ses lèvres alors qu'elle tentait de contrôler ses larmes. Incapable de se contenir, Ivy se pencha et l'enveloppa dans une étreinte douce, craignant de le blesser. « Tu es revenu, Sullivan, tu es revenu vers moi » chuchota-t-elle, des larmes de joie coulant librement sur son visage. Chaque mot ressemblait à une prière de gratitude, et elle serra sa main fermement comme pour s'assurer qu'il était vraiment là. Sullivan, encore faible, bougea lentement ses lèvres dans un murmure à peine audible. « Merci, mon ange » dit-il avec un léger sourire rempli de tendresse. Ivy rit à travers ses larmes, son cœur débordant de joie en entendant ces mots. Il était là, et même au milieu de tant de souffrance, il trouvait la force de la remercier, elle, la fille qui l'avait sauvée. « Non, Sullivan, c'est moi qui dois te remercier, tu m'as tout donné, tu m'as donné la vie, répondit-elle, émue, sans lâcher sa main. Ils restèrent ainsi, échangeant des regards entre larmes et sourires, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Chaque seconde semblait précieuse, et Ivy savait que ce moment était une sorte de miracle, la renaissance pour laquelle elle avait prié. « Je ne te quitterai plus jamais » promit Ivy en caressant doucement le visage de Sullivan, observant chaque expression, comme pour graver ce moment dans sa mémoire à jamais. Sullivan la regarda avec une profondeur qu'elle seule pouvait comprendre, comme s'il réalisait combien ce retour comptait pour elle. « Tu as été ma force, même sans le savoir » murmura-t-il, luttant contre l'épuisement qui l'envahissait encore. « Tu n'as jamais abandonné, n'est-ce pas » demanda-t-il, un sourire reconnaissant se dessinant sur son visage. Ivy acquiesça, les larmes coulant toujours sur ses joues. « Non, jamais, et maintenant, tu n'auras plus jamais à te battre seule » répondit-elle en serrant sa main fermement. Elle le regardait comme s'il était le centre de son univers, déterminée à ne plus jamais le laisser partir. « Tu m'as tant donné, Sullivan, maintenant c'est mon tour d'être là pour toi » murmura-t-elle, comme une promesse silencieuse entre eux. La pièce était silencieuse, mais l'amour et la complicité entre eux étaient palpables. Sullivan, toujours faible, trouva la force dans la présence d'Ivy, sentant que ce retour était une nouvelle naissance. « Je veux que tu saches, j'ai toujours su que tu m'attendais quelque part. Même inconscient, je savais que tu étais là, dit-il. Ivy, quand nous quitterons cet hôpital, tu seras ma fille. Je prendrai soin de toi, avec tout l'amour qu'il reste dans ce cœur, ajouta-t-il, et Ivy ferma les yeux, sentant les larmes monter, sentant le lien entre eux se renforcer à chaque seconde. Elle sourit à travers ses larmes, riant doucement. « Tu promets » demanda-t-elle, sa voix vulnérable. « Bien sûr, je promets, petite Ivy, pourquoi aurais-je lutté si fort pour revenir ? Je dois prendre soin de toi, répondit-il. La jeune fille sourit, son visage illuminé par l'émotion et la joie. J'ai fait une liste de choses à faire ensemble quand on sortira d'ici. Nous ferons tout ce qu'on a prévu, Sullivan.
On ira au parc, on s'assiera sous les arbres et je te ferai toutes les soupes que j'ai promises, dit-elle en riant légèrement en se remémorant toutes les promesses faites pendant les jours passés à ses côtés. Tu vas découvrir ce que c'est qu'une vraie soupe maison, et je ne prendrai aucune excuse, ajouta-t-elle en feignant un ton sérieux. Sullivan rit faiblement, sa voix douce et fatiguée mais pleine d'amour. J'ai hâte, Ivy. Je veux vivre chaque instant, chaque promesse, répondit-il, sentant l'énergie d'Ivy lui donner une force qu'il ignorait encore posséder. Il ferma les yeux un moment, prenant une profonde inspiration comme pour absorber toute sa présence. Alors qu'il continuait à partager cet instant précieux, la porte de la chambre s'ouvrit doucement, et le médecin entra avec un dossier en main, portant les derniers résultats de leurs examens. « Vous êtes réveillé ?» Le médecin sourit, indiquant qu'il apportait de bonnes nouvelles. Ivy se tourna vers lui, impatiente, tout en tenant toujours la main de Sullivan. « Docteur, il va bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir. Le médecin regarda Sullivan et Ivy, observant le lien indéfectible qui les unissait, et acquiesça. « Il semble que oui, Ivy, les tests montrent que vous vous rétablissez tous les deux très bien. C'est vraiment un miracle que vous soyez ici ensemble, répondit-il avec un ton de respect et d'admiration pour le combat qu'ils avaient tous deux mené. Sullivan et Ivy se préparaient pour le jour tant attendu où ils quitteraient enfin l'hôpital ensemble. Après des semaines de rétablissement, le médecin leur annonça qu'ils étaient tous les deux prêts à continuer leur traitement et leurs soins à domicile. Ivy, encore bandée et légèrement affaiblie, ne pouvait contenir la joie et l'impatience qui montaient en elle à chaque regard vers Sullivan, un mélange de gratitude et d'espoir illuminant son visage. « Il semble qu'on va enfin sortir d'ici, Sullivan, murmura-t-elle, un sourire illuminant son visage. Sullivan la regarda avec une tendresse grandissante, reconnaissant de pouvoir enfin l'emmener chez lui avec un nouveau sens à sa vie. « Oui, Ivy. Maintenant, une nouvelle vie commence pour nous deux. Nous allons enfin mettre en pratique tout ce que nous avons planifié, répondit-il, sa voix douce mais chargée d'émotion. Il savait qu'à partir de ce jour, rien ne serait plus pareil. Lorsqu'ils signèrent les derniers papiers et que l'infirmière leur remit les détails des soins nécessaires, Sullivan s'assura qu'Ivy aurait tout ce dont elle avait besoin. « Tout est déjà prêt pour toi chez moi, Ivy. Ce sera notre nouveau foyer, dit-il, ému de pouvoir offrir à la jeune fille quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un endroit à appeler maison. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes de gratitude, et serra sa main avec une affection sincère. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais un foyer un jour, quelqu'un qui se soucie de moi, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. L'infirmière, observant le lien entre eux, leur sourit affectueusement et leur souhaita le meilleur. « N'oubliez pas de bien prendre soin l'un de l'autre. Vous êtes forts et vous avez accompli un long chemin ensemble. Maintenant, c'est le moment de profiter de cette nouvelle étape, dit-elle en les accompagnant jusqu'à la sortie. Alors qu'ils franchissaient la porte de l'hôpital, Ivy sentit une douce brise caresser son visage, et pour la première fois, elle se sentit vraiment libre. « C'est le début, Sullivan, notre début, murmura-t-elle en lui tenant fermement la main. Arrivée devant la voiture, Ivy hésita un instant, regardant Sullivan avec un sourire timide. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une fille comme moi aurait une chance pareille, dit-elle en regardant l'homme qui avait transformé sa vie. Tu mérites cela, Ivy, et tout ce que tu voudras dans la vie. Maintenant, tu as quelqu'un pour veiller sur toi, répondit Sullivan d'un regard tendre. Il savait qu'à ses yeux, chaque pas était une victoire. Le trajet jusqu'à la maison de Sullivan se fit en silence, mais sans malaise. Ivy observait la ville par la fenêtre, impressionnée par tout ce qu'elle voyait, comme si elle découvrait le monde pour la première fois. Je n'avais jamais imaginé que la ville était si belle, murmura-t-elle, admirant les lumières et la grandeur autour d'elle. Attends de voir tout cela plus tranquillement, nous ferons de nombreuses promenades, tu verras, promit Sullivan, heureux de voir la curiosité d'Ivy s'épanouir. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Sullivan, Ivy resta sans voix. C'était une demeure imposante mais chaleureuse, reflétant la personnalité de Sullivan. Elle hésita avant de descendre de la voiture, regardant Sullivan pour chercher un signe qu'elle avait vraiment sa place ici. « C'est aussi chez toi maintenant, Ivy, tu peux entrer sans crainte, dit-il en lui tendant la main. Le cœur battant, Ivy accepta l'invitation et fit ses premiers pas vers son nouveau foyer. À l'intérieur, Ivy observa chaque détail, enchantée par tout ce qu'elle découvrait. « Tout est si beau, si différent des cartons sur lesquels je dormais dans la rue, murmura-t-elle, les yeux brillants tandis qu'elle regardait autour d'elle. Sullivan la guida à travers les couloirs, lui montrant chaque pièce tandis qu'elle absorbait tout avec une expression de fascination. « Je veux que tu te sentes chez toi ici, tout cela est à toi aussi, maintenant, dit-il avec un sourire doux, voyant son bonheur grandir à chaque découverte. Dans la chambre qui lui était destinée, Ivy découvrit un lit confortable et de nouveaux vêtements soigneusement pliés. Elle regarda Sullivan, les larmes aux yeux, ne sachant comment exprimer sa gratitude. « Tu as fait tout cela pour moi ? Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse se soucier autant, dit-elle, sa voix tremblante. Tu mérites cela et bien plus encore, Ivy. Ce n'est que le début, répondit Sullivan, ému de la voir si heureuse. Ivy s'avança vers le lit, touchant les draps doux et les oreillers avec un sourire incrédule. « Je ne sais pas comment te remercier, tout semble être un rêve, dit-elle, essayant encore d'absorber la réalité qui l'entourait. Alors profite du rêve, Ivy.
À partir de maintenant, je veux que tu sois heureuse et en sécurité, répondit Sullivan, s'asseyant à côté d'elle et lui tenant la main. Dans les jours qui suivirent, Ivy s'adapta à sa nouvelle vie, explorant chaque recoin de la maison avec un sourire aux lèvres. Sullivan l'observait de loin, le cœur rempli de paix en voyant qu'elle avait enfin trouvé un foyer. « Tu te sens bien ici, Ivy ? Je savais que cet endroit serait spécial pour toi, dit-il, convaincu que cette décision était la meilleure qu'il ait jamais prise. Je n'aurais jamais pensé qu'une maison pouvait être aussi accueillante, aussi mienne, murmura-t-elle, toujours émerveillée par chaque découverte. Chaque matin, Sullivan et Ivy créaient de nouvelles routines ensemble. Il lui apprenait de petites tâches et elle lui racontait ses rêves et ses espoirs pour l'avenir. Un jour, je ferai le petit déjeuner pour nous deux, Sullivan. Ce sera le meilleur repas que tu auras jamais mangé, promit-elle, provoquant un sourire chez lui. J'ai hâte, Ivy. Je suis sûr que ce sera inoubliable, répondit-il, touché par sa sincérité. Au fil des conversations et des éclats de rire, Sullivan et Ivy partagèrent des moments de simplicité et de complicité. Elle était désormais la famille dont il avait tant besoin, et lui représentait la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Je ne sais pas ce que serait ma vie sans toi, confia Ivy, un après-midi tranquille, assise à ses côtés sur le perron. La mienne a aussi changé pour toujours, Ivy, et je referai tout cela pour toi, répondit-il, les yeux brillants. La présence d'Ivy apportait une nouvelle vie au manoir. Elle décora les lieux avec des dessins et de petits objets qu'elle fabriquait, et chaque détail rendait la maison plus vivante. Cet endroit a désormais ton essence, Ivy, tu es ce qui manquait pour en faire un véritable foyer, dit Sullivan en posant doucement une main sur son épaule. Et toi, tu es la raison pour laquelle je me sens chez moi, répondit-elle avec un sourire sincère. Ivy et Sullivan commencèrent à faire des projets pour l'avenir, chaque étape étant vue comme une nouvelle aventure à vivre ensemble. Un jour, on verra le monde ensemble, Sullivan. Je te montrerai tous les endroits dont j'ai toujours rêvé, dit Ivy, le regard lointain, rempli de rêves. Et je serai à tes côtés dans chacun de ces lieux, parce que tu m'as appris à rêver aussi, répondit-il, ému par son espoir. À la fin du premier mois, ils s'étaient tous deux complètement adaptés à leur nouvelle vie ensemble. Sullivan savait qu'en choisissant d'adopter Ivy comme une part intégrante de sa vie, il s'était offert une seconde chance. Et elle savait que, grâce à cet amour inconditionnel, elle avait trouvé quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Nous sommes tous deux un miracle, Sullivan, et ensemble, nous sommes plus forts que jamais, murmura Ivy à la fin d'une autre journée, tandis qu'il regardait le soleil se coucher. Oui, Ivy, c'est le véritable sens de la famille, répondit-il en lui serrant la main. Un jour, Sullivan et Ivy marchèrent ensemble jusqu'à la place, l'endroit où leur vie s'était croisée pour la première fois. La journée était ensoleillée, et la lumière douce illuminait la place, comme pour signifier que ce moment marquait une étape importante pour eux deux. Ivy regarda autour d'elle, reconnaissant les coins où elle s'abritait du froid et de la faim. Voir cet endroit sous un nouveau jour, maintenant aux côtés de Sullivan, lui procura un sentiment de gratitude, mais aussi de responsabilité. C'est étrange d'être ici, comme ça, en sachant que tout a changé, murmura-t-elle avec un sourire triste. Sullivan hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. Il savait que la place représentait des souvenirs difficiles pour Ivy, mais c'était aussi le point de départ d'une nouvelle vie pour eux deux. Oui, Ivy, mais maintenant, nous sommes ici pour faire une différence, pour que plus personne n'ait à traverser ce que tu as vécu, répondit-il en observant les lieux avec un regard déterminé. En se promenant dans la place, ils commencèrent à remarquer d'autres enfants au regard fatigué et aux vêtements usés, les observant avec une curiosité distante, peut-être avec une touche d'espoir. Ivy les reconnut immédiatement, elle savait exactement ce que chacun d'eux ressentait en voyant quelqu'un de l'extérieur regarder leur réalité. Ils sont comme j'étais, Sullivan, ils sont ici, seuls, attendant que quelqu'un les remarque, dit Ivy, la voix étranglée par l'émotion. Ils ont besoin d'aide. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Sullivan s'arrêta, observant les enfants et sentant son cœur se serrer. Pour beaucoup, la place n'était qu'un lieu de passage, mais pour ces enfants, c'était tout ce qu'ils avaient. Il regarda Ivy et vit dans ses yeux une détermination qu'il partageait. Ivy, nous allons faire plus que leur donner un repas aujourd'hui. Nous allons créer un endroit où ils pourront trouver la sécurité, où ils n'auront plus jamais à dormir le ventre vide, déclara-t-il, la voix empreinte de détermination. Ils commencèrent à parler aux enfants, distribuant des collations et écoutant leurs histoires. Chaque sourire timide, chaque mot hésitant renforçait la décision que Sullivan et Ivy avaient prise. Je me souviens quand on m'a donné un morceau de pain, c'était tout pour moi à ce moment-là. Mais maintenant, je peux faire plus que leur donner de la nourriture, dit Ivy en regardant Sullivan avec des yeux brillants. Nous allons créer quelque chose qui dure, quelque chose qui soit plus qu'aujourd'hui. Alors qu'ils discutaient, une idée commença à prendre forme. Sullivan la regarda et, avec un sourire, suggéra, Ivy, et si on construisait un endroit, un centre où ils pourraient venir à tout moment, où ils auraient de la nourriture, un abri et même des opportunités. La jeune fille le regarda, les yeux écarquillés, tentant de saisir l'ampleur de cette idée. Un endroit pour tout le monde, pour que plus personne ne vive ce que j'ai vécu, murmura-t-elle presque incrédule. Sullivan acquiesça, ressentant le poids de cette décision.
Il savait que ce ne serait pas une tâche facile, mais il était prêt à tout pour changer la réalité de ses enfants. Oui, un endroit pour tous, un centre où aucun d'entre eux n'aura à dormir dehors ni à souffrir de la faim, où ils pourront être des enfants, dit-il, le cœur battant d'excitation pour ce projet qu'ils créaient ensemble. Cette même semaine, Sullivan et Ivy commencèrent à travailler sur le projet. Ils visitèrent des lieux dans la ville pour trouver un espace adapté à la création du centre de soutien. Chaque visite renforçait leur engagement, et l'idée d'aider ces enfants devenait un but qui unissait encore davantage leur vie. « Ce ne sera pas facile, mais on y arrivera, je le sais », murmura Ivy chaque fois qu'elle ressentait le poids de la responsabilité. Lorsqu'ils trouvèrent enfin un bâtiment abandonné qui pourrait être restauré, Ivy était émue. Elle observa le lieu avec des yeux pleins d'espoir, imaginant chaque détail de ce qu'il pourrait devenir. « Sullivan, c'est parfait. Imagine, on pourrait avoir une cuisine, un endroit pour que les enfants puissent étudier, même des lits pour ceux qui ont besoin de passer la nuit, dit-elle en parcourant l'espace vide. Pour elle, chaque coin de ce bâtiment représentait une nouvelle possibilité d'offrir sécurité et affection. Sullivan, observant son enthousiasme, sourit et hocha la tête. « Oui, Ivy, nous ferons de cet endroit un refuge pour tous ceux qui en ont besoin, » répondit-il, déterminé à transformer cette idée en réalité. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à consacrer tous ses efforts à ce projet. C'était sa façon de rendre au monde l'amour et la compassion qu'il avait découvert aux côtés d'Ivy. Les semaines suivantes furent intenses. Sullivan et Ivy travaillèrent côte à côte, planifiant et organisant ce qui allait devenir le premier centre de soutien pour les enfants sans abri. Avec chaque visite, chaque conversation avec des professionnels et des bénévoles, Ivy sentait son cœur se réchauffer, sachant qu'il construisait quelque chose d'important. « Cet endroit sera la preuve que personne n'a besoin d'être seul », déclara Ivy lors d'une réunion avec les bénévoles. Enfin, le grand jour était arrivé. Le centre était prêt à être inauguré. Ivy et Sullivan étaient à la fois anxieux et excités de voir le résultat de tant de travail. Lorsqu'ils ouvrirent les portes du centre, ils virent les premiers enfants entrer avec des regards curieux et pleins d'espoir, et ressentirent une vague de joie en sachant qu'ils étaient là pour faire une différence. « Bienvenue dans notre nouveau foyer », dit Ivy avec un large sourire, accueillant chaque enfant comme s'il faisait partie de sa famille. Sullivan observa la scène, les yeux humides, voyant Ivy briller dans ce rôle qui lui appartenait désormais. « Tu es l'inspiration derrière tout cela, Ivy. Sans toi, rien de tout cela n'existerait, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Elle le serra dans ses bras, émue, sachant que ce moment représentait la réalisation d'un rêve qui, autrefois, semblait impossible. Maintenant, le centre était une réalité, et Sullivan et Ivy étaient prêts à affronter ensemble tous les défis à venir. Les mois passèrent depuis l'ouverture du centre d'aide, et la vie d'Ivy et de Sullivan fut transformée d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. La place, autrefois associée à des souvenirs douloureux, était maintenant remplie d'enfants jouant, riant et partageant des moments qui avaient autrefois été un luxe lointain pour eux. Ivy parcourait le centre, observant chaque détail avec un sourire de bonheur pur, enchanté par ce qu'ils avaient construit ensemble. C'était un samedi après-midi, et le centre était particulièrement animé. Ivy et Sullivan avaient organisé une fête pour les enfants avec de la nourriture, de la musique et des jeux. Voir les enfants courir dans la salle décorée remplissait Ivy d'une fierté sincère. Elle se souvenait de tout, de ce jour où elle-même était perdue, seule et affamée, jusqu'au moment où elle et Sullivan s'étaient rencontrés. Elle regarda Sullivan, qui se trouvait de l'autre côté de la salle, parlant à un groupe de bénévoles. Il semblait heureux, rajeuni, comme si cette nouvelle mission lui avait donné un but qu'il n'avait jamais trouvé dans les affaires ou la richesse. Lorsqu'il la vit, il lui sourit, et elle courut vers lui en riant, les yeux brillants de joie. « Regarde, Sullivan, la fête est un succès. Je crois qu'on a accompli bien plus que ce qu'on avait rêvé, tu ne trouves pas ?» dit Ivy en lui tenant affectueusement la main. Sullivan rit doucement et posa une main sur son épaule, l'attirant dans une étreinte chaleureuse. « Oui, Ivy, et c'est grâce à toi. Tu as apporté de l'espoir à ces enfants et tu m'as montré le véritable sens de la famille, » répondit-il, les yeux remplis d'émotion. Cette aventure avait été aussi significative pour lui que pour elle, et chaque enfant présent était le rappel que leur sacrifice et leur dévouement en valaient la peine. Les enfants les entourèrent, tirant Ivy pour jouer et insistant pour que Sullivan leur raconte des histoires. Tous deux passèrent le reste de l'après-midi ainsi, complètement impliqués, partageant rires et moments spéciaux avec les petits. Chaque sourire, chaque rire d'enfant témoignait de la transformation que le centre avait apportée. La joie était contagieuse, et Sullivan et Ivy ne pouvaient être plus heureux. Après la fête, à mesure que la nuit tombait, le centre se calma, et les plus jeunes enfants furent emmenés dans leur lit. Certains avaient des familles où rentrer, mais beaucoup restaient sous la garde du centre, où ils trouvaient pour la première fois sécurité et confort. Sullivan et Ivy parcoururent le centre, éteignant les lumières et vérifiant chaque détail avant de partir. Arrivé à l'entrée, Ivy se tourna vers le centre illuminé, observant chaque recoin avec une affection particulière. « C'est un foyer pour tous ces enfants, Sullivan, et pour moi aussi, » murmura-t-elle, émue. Il la regarda avec tendresse, immensément reconnaissant de l'avoir à ses côtés, comme fille, amie et maintenant comme la personne qui représentait le monde pour lui.
Oui, Ivy, et il le sera toujours. Ce centre n'est que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que nous allons construire ensemble, répondit Sullivan en posant une main affectueuse sur son épaule. Il savait que cette mission était le but de sa vie, et qu'être aux côtés d'Ivy rendait chaque moment précieux. Nous avons encore beaucoup à faire, et je sais qu'avec toi à mes côtés, tout est possible. Dans les mois qui suivirent, Sullivan et Ivy continuèrent à élargir les activités du centre, offrant non seulement nourriture et abri, mais aussi des opportunités éducatives, des activités culturelles et des ateliers pour aider les enfants à développer leurs compétences et à découvrir leurs talents. Pour Ivy, enseigner à ses enfants était une façon de rendre tout ce que Sullivan avait fait pour elle, et chaque progrès qu'ils accomplissaient était une victoire. Un après-midi, alors qu'Ivy organisait un atelier artistique, une petite fille s'approcha d'elle et lui tendit un dessin avec un sourire timide. Ivy prit le dessin, et en l'ouvrant, elle y vit une illustration d'elle-même et de Sullivan entourée d'enfants, avec des cœurs et des sourires dessinés tout autour. « C'est pour toi, Ivy, tu es comme une famille pour nous tous, » dit la fillette, les yeux brillants d'affection. Ivy sentit ses yeux se remplir de larmes, émue, elle serra la petite fille dans ses bras. « Merci, ma chérie, vous êtes aussi ma famille, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle regarda Sullivan, qui observait la scène de loin, et ils échangèrent un sourire complice, comme s'ils savaient que l'amour partagé entre eux et les enfants était la vraie raison de tout ce qu'ils avaient construit. Le temps passa, et le centre continua de grandir, devenant un lieu reconnu et respecté dans la ville. Le dévouement de Sullivan et Ivy inspira de nombreuses autres personnes à se joindre à eux, et le centre commença à recevoir des dons et un soutien de la communauté. Ivy et Sullivan savaient qu'ils plantaient des graines qui fleuriraient pour des générations. Un matin, en préparant le petit déjeuner pour les enfants, Sullivan s'approcha d'Ivy et posa une main tendre sur son épaule avec un sourire chaleureux. « Ma fille, as-tu déjà pensé à tous les rêves que nous avions ? Je crois que nous avons réussi à les réaliser tous, » dit-il avec une joie tranquille. « Oui, papa, c'est vrai, et j'ai découvert que les rêves ne s'arrêtent jamais. On peut toujours rêver davantage et faire encore plus, » répondit-elle en l'enlaçant avec tendresse. Les deux continuèrent à travailler côte à côte, renforçant chaque jour un peu plus le lien qui les unissait aux enfants. La joie qu'ils partageaient était au-delà des mots, un sentiment de but et d'accomplissement qui les comblait entièrement. Pour Sullivan et Ivy, ce voyage représentait le véritable sens de la famille et de l'amour inconditionnel. Et ainsi, dans ce centre qui n'était autrefois qu'un rêve, Sullivan et Ivy bâtirent une vie dédiée à l'amour et à la générosité, créant non seulement un foyer mais un héritage qui vivrait dans chaque enfant qui franchirait ses portes. Ils savaient qu'aussi longtemps qu'ils seraient ensemble, ce qu'ils avaient construit serait éternel.